Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture spéciale vos romans. Mon micro. C'est donc bien sûr comme tous les ans depuis cette année le coin lecture où je me penche sur les romans que vous avez écrits. Mais avant toute chose, ce coin lecture est sponsorisé par les ateliers Lire Magazine. Alors, je ne peux pas vous parler de Lire Magazine parce que c'est un magazine que je ne connais pas pour être tout à fait honnête. Ils m'ont envoyé un hors-série sur l'édition qui était très intéressant, qui était très sympa. Mais je suis là pour vous parler des ateliers Lire Magazine. C'est-à-dire que sur leur site, ils proposent, la plupart pour 99 €, des ateliers pour apprendre à écrire, pour avoir différentes astuces. Ces ateliers sont particulièrement pratiques parce qu'ils se font en petit comité, jusqu'à 6 personnes je crois. Il dure environ 2-3 heures. Alors il y a des astuces évidemment, il y a des leçons j'ai envie de dire pour apprendre à écrire, mais il y a aussi des exercices pratiques, c'est-à-dire qu'on va vous demander pendant ces ateliers d'écrire un peu, pendant certains, voilà, d'écrire quelques lignes, histoire de vous familiariser avec les trucs, d'appliquer directement les astuces. Là j'ai les ateliers sous les yeux, il y a notamment créer les personnages de votre roman avec Frédéric Anne. Il y a 5 astuces pour ficeler son récit, qui sont des astuces de grands écrivains. Est-il écrit pour ficeler son récit avec Lola Sorrenti. Et celui que j'ai personnellement essayé, c'est-à-dire qu'ils m'ont offert un atelier pour que je vois un peu de quoi ça s'agit. Je voulais en faire un deuxième, mais la vie a fait que j'ai eu un empêchement au dernier moment. Mais celui que j'ai pu faire, c'est comment débloquer son écriture avec Clara Lecor. Et ça a été un très bon moment. Ce qui est très chouette, c'est quand même l'interactivité avec l'animatrice, mais aussi avec les autres auteurs en puissance, les autres aspirants auteurs et autrices. De l'aveu de Clara elle-même, je suis pas tombé sur un mauvais groupe, ça a dû aider, j'imagine. Mais voilà, ça a été très sympa. Et comme vous le savez maintenant, comme je l'ai annoncé dans le dernier point, je suis dans cette galère, entre guillemets, avec tous ceux des gens qui écrivent. Et ça a été très efficace, c'est-à-dire que moi, en tout cas, ça m'a permis de vachement débloquer mon écriture. Elle a donné plein de conseils que j'ai appliqués après, à la suite de cet atelier, et ça m'a permis vraiment d'avancer, de surmonter certains trucs. Donc, je vous conseille au moins celui-là. Écoutez, c'est celui que j'ai fait, et j'en ai fait qu'un seul, et il était très bien. Et je pense qu'ils doivent tous être à peu près de la même qualité. Si vous avez des aspirants auteurs dans votre entourage, il faut un système de carte cadeau, c'est-à-dire que tu payes 99 € pour un atelier, et tu peux offrir cette carte cadeau à quelqu'un. Bref, ça peut être sympa pour les aspirants auteurs, et aussi pour ceux qui se demandent comment fonctionne l'écriture d'un roman. Et j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez avoir une réduction de 10% avec le code de réduction LinksTheSun. Donc Links avec un S, LinksTheSun tout attaché, LTS majuscule. Voilà, 10% de réduction valable pour tous les produits de la page Atelier d'écriture disponible dans la description de cette vidéo. Je vais revenir vite fait sur un point parce que j'ai vu que quelqu'un s'était un peu insurgé lors de l'intégration de la dernière vidéo qui tournait aussi, du dernier coin lecture, qui tournait aussi autour de apprendre à écrire, apprendre à devenir auteur. Je ne vous propose pas le Graal, c'est l'expression que la personne a employée. Je vous dis pas suivez ces cours, suivez cette formation, suivez ces ateliers et vous allez devenir un auteur à succès. Je dis, c'est comme tous les autres métiers, ça se travaille, ça s'apprend, il y a des stages, il y a des... voilà, tous les autres métiers s'apprennent, celui-là ne fait pas exception. Mais ce n'est pas parce que vous maîtrisez ce métier que vous aurez du travail, comme tous les autres métiers. Mais si vous ne le maîtrisez pas, les heureux accidents arrivent, 50 nuances degrés. Mais dans l'ensemble, ça sera beaucoup plus facile si vous maîtrisez si vous maîtrisez votre sujet. Voilà, c'était les ateliers Lire Magazine. Passons aux lectures du mois. Ce n'est pas mon mois préféré dans l'année, vous le savez, vous le sachez, puisque généralement la plupart de mes lectures ne sont pas excellentes, faut dire ce qui est, puis surtout je lis ce que vous me proposez et pas ce que je choisis, et du coup... Voilà, mais vous allez voir, je pense que vous allez constater mon trajet. Mais j'ai d'abord voulu commencer par un roman de Clara Lecor elle-même, puisque bon, ça va bien de donner des conseils aux gens, mais hein, bon... je plaisante évidemment. Donc, sur ses propres conseils, elle m'a orienté vers Succube, tome 1, Les ombres parmi nous. Eden, succube sensuelle, restera... Merde, est-ce que je suis obligé de le faire avec un accent ou pas du coup?
Eden succube sensuel, résistera-t-elle aux démons? Et Edith vient une nouvelle fois de subir... Non, c'est chiant. Edith vient une nouvelle fois de subir une déception amoureuse quand elle se fait subitement attaquer par une créature étrange qui aspire son énergie vitale. D'aucuns diraient soirée de merde. En une soirée, son existence simple et tranquille bascule alors de l'autre côté de la toile. Edith n'a pas eu d'autre choix que d'accepter l'inévitable. Transformée, elle est désormais une démone et se nomme Eden. Eden est une démone puissante, sexy et sensuelle, de point une succube. Entre l'apprentissage de ses nouveaux pouvoirs, l'attraction torride et irrésistible qu'elle ressent pour Valory, le premier démon qui a visité ses rêves et les complots qui la menacent directement, Eden a un rôle à jouer et bien plus essentiel qu'il n'y paraît. Résistera-t-elle aux tentations dangereuses du monde des démons? Pourra-t-elle aimer et désirer Valory passionnément même si cela lui est interdit? Quel secret inavouable se cache à l'ombre des enfers? Tatouée, fan de romances qui sortent de l'ordinaire et motarde à ses heures perdues, Clara Lecor a certainement une vie fantastique. Elle bousculer les codes dans ses histoires. Bref, blablabla, blabla. Quand je vous lis un truc comme ça, quand je vous montre une couverture comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Et le titre aussi, enfin bref, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites le sexe partout, le sexe, et honnêtement, j'avais un peu peur. Quand elle m'a conseillé celui-là, je lui ai dit, franchement, l'érotique, c'est pas mon genre. Et elle m'a répondu, non mais c'est beaucoup plus fantasy qu'érotique. Et je lui ai dit, ouais, t'essayes de me le vendre, c'est que je comprends, mais c'est vraiment pas mon genre. Et en fait, elle essayait pas de me le vendre, elle avait 100% raison. La quatrième de couverture, la couverture, jusqu'au titre. Non, le titre encore ça va, parce que tout est très mal choisi. Parce que effectivement, quand tu lis ça, tu t'attends à... Ah! Alors! Bah la baise alors! Et en fait, c'est nettement plus... On est nettement plus proche d'un Harry Potter que d'un 50 nuances de degrés. Je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de références dans le milieu érotique. Et parce que, effectivement, elle se réveille dans un monde différent où elle est un peu différente par rapport à... J'ai oublié de dire, cœur avec un pansement sur 20. Elle se réveille dans un autre monde avec des pouvoirs... surnaturelle même au sein de ce monde-là, c'est-à-dire elle est plus ou moins l'élu, quoi. Elle est pas l'élu, mais elle est différente. La trame globale du roman est assez convenue, on va dire ça comme ça, mais ce qui fonctionne et ce qui justement détache Succube de la plupart des autres romans très clichés qui suivent cette trame-là, c'est que le sexe sert de... le sexe est vraiment l'attirance sexuelle et le désir d'une façon générale servent de métaphore de merde, c'est le nappage du gâteau plutôt que le gâteau lui-même. C'est-à-dire, ça va donner le goût, ça va donner la couleur, si vous voulez, du roman, mais ça ne sera pas le cœur du roman. Le cœur du roman, c'est une femme, donc Eden, qui, quand elle ne s'appelait pas encore Eden, quand elle était encore humaine, qui veut être désirée, qui devient succube, qui donc devient très désirable, c'est le principe, et qui ne sait pas du tout gérer ça, qui a du mal à se faire à cette idée, et quand elle se fait à cette idée, elle le gère n'importe comment, c'est-à-dire qu'elle est dans la séduction avec n'importe qui, mais pas avec tout le monde, avec n'importe qui, c'est-à-dire avec des gens avec qui elle devrait pas jouer avec ça, elle joue avec ça parce qu'elle peut, et du coup ça la fout dans la merde, et en fait, elle se rend jamais vraiment compte que, c'est pour ça la note cœur avec un pansement sur 20, elle se rend jamais compte que ce qui manque dans sa vie, c'est l'amour. Ce qui manque dans sa vie, c'est qu'elle se sent seule, c'est pas qu'elle ne se sent pas désirée. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est une approche très intéressante de cette intrigue, si vous voulez, ce schéma de narration assez convenu. Mais c'est bien convenu, parce que convenu, ça veut dire qu'on sera pas dépaysé, on sera pas perdu, quoi. J'ai noté à un moment donné dans mes notes de lecture que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, le nœud du roman est là, page 284. Oh, je me suis mis une petite ligne pour me dire quoi lire. Oh, merci, moi du passé. Je déglutis mon malaise. Je ne voulais pas faire de mal, réponds-je d'une voix faible. Je crois que j'ai passé tellement de temps à courir après le regard des autres que quand je le sens enfin sur moi, je n'arrive pas à reculer. Et quelqu'un lui répond, je ne sais pas qui. Tu ne dois pas collecter le prana. Donc le prana, c'est l'énergie vitale dont se nourrissent les succubes. Pour toi, la ruche ne se base pas... La ruche, c'est l'endroit où se passe le truc. La ruche ne se base pas sur nos besoins. Nous collectons le prana pour faire vivre notre monde. Rentrer dans le cercle vicieux du plaisir personnel ne va faire que creuser un puits sans fond. Ce n'est pas en te concentrant sur l'extérieur que tu combleras tes vides. Et tout est là. Tout le cœur du roman est là. Et c'est ce qui, d'après moi, le rend très intéressant. Le world building est assez subtil, je vais dire ça comme ça, dans le sens où on découvre vraiment ce monde-là à travers le prisme d'Eden. Et Eden, elle est vraiment... Elle n'est pas obsédée par elle-même, mais elle cherche à résoudre ses problèmes à elle d'abord. Et du coup, le monde autour est
présenté au compte-gouttes au début, et puis pas beaucoup plus après. Et ça peut être un défaut, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde est beaucoup plus riche que ce que l'autrice nous en dit. Mais moi, je trouve ça assez rafraîchissant, c'est-à-dire que, parce que, je dis ça avec le bénéfice de l'expérience, avoir des romans qui te pondent l'exposition de tout l'univers dans les premières pages, eh ben c'est moins bien. Je préfère avoir un monde où je continue de me poser des questions qu'un monde où je me dis arrêtez de me donner des réponses, je viens d'arriver. Donc voilà, globalement, on est sur une vraie satisfaction. J'ai envie de lire la suite, je lirai les suites et je lirai probablement d'autres romans de Clara Lecor parce que je trouve qu'elle a une écriture très fluide. J'ai oublié de le préciser au début, mais je vais le préciser maintenant. J'ai fait des stats sur vos romans. Tout le monde est surpris. J'ai fait des stats sur vos romans et on va en parler à la fin. Globalement, j'ai fait des stats pour essayer d'évaluer le style des romans. Comme ça a l'air d'être une aberration. C'en est peut-être une, hein. Franchement, c'en est peut-être une. Mais j'avais envie de faire ça, donc j'ai fait ça. Et on va en parler parce que je pense qu'en plus, c'est intéressant. Ensuite, l'ancien, l'intègre et l'étranger de Raïs Sinabao. J'espère que je ne massacre pas ton nom. Donc là, c'est un cas particulier parce que c'est la maison d'édition qui m'a contacté, hop là, pour parler de ce roman. Parce que c'est de la littérature, j'ai oublié le pays, congolaise. Donc là, ça me semblait intéressant parce que c'est une maison d'édition qui veut promouvoir voilà, la littérature, des littératures un peu moins connues sous nos latitudes. Et malheureusement, tornade sur 20, 4e de couverture. Après un bref exil, Norbert Onia, redoutable bête politique en RDC, République démocratique du Congo, est de retour aux affaires depuis maintenant quelques années. Tout va de nouveau pour le mieux pour lui, lorsque tout bascule, Kinshasa redevient un champ de bataille, un nouveau coup d'État supplante la grogne sociale et sa tête est mise à prix. Dans ce tourbillon d'événements, sa route croise alors celle de Rick, ancien officier, limogé de l'armée pour avoir tenté de dénoncer les abus de sa hiérarchie, mais aussi et surtout la route de Russell, un jeune américain travaillant pour une puissante multinationale qui vient justement de décrocher un contrat en or pour exploiter de nouvelles mines de diamants dans le centre du pays. Les trois hommes sont contraints de prendre la fuite ensemble. Pour s'en sortir, ils devront affronter la pluie, la faim, la fatigue, la peur, les démons du passé. Point de suspension. Raïs Sinabao est né au Zaïre en 1990, désormais République démocratique du Congo, et travaille aujourd'hui en tant que médecin à Kinshasa. Passionné de cinéma, de foot, de philo, d'histoire, de littérature, ce jeune auteur porte dans ses écrits un regard acéré sur l'histoire et les turpitudes de son pays. Je ne suis jamais rentré dedans. Parce que je suis très hermétique au style de cet auteur. J'ai écrit dans mes notes de lecture, c'est une lutte de chaque phrase pour rester concentré. Et la raison pour cela, je l'ai comprise quand j'ai fait mes stats, que je vous partagerai à la fin du corps, si vous voulez, des critiques. Les phrases sont beaucoup trop longues, elles sont très nombreuses à être très longues, et du coup tu fatigues, quoi. Tu fatigues très vite, et tout le temps, et ce que j'ai écrit aussi dans mes notes, au milieu du roman, je ne pouvais rien te dire du roman parce que je galérais juste à essayer d'isoler un personnage, essayer de m'accrocher au... Vraiment, t'es pris dans une tornade, c'est pour ça. Tu comprends, tu sais, t'as des flashs, tu te rappelles de bouts de phrases, tu te rappelles de certains éléments, mais les personnages sont même pas très clairement caractérisés. Alors que la préface nous parle de... oui, certains personnages sont diaboliques, mais on se rend compte qu'ils ont leurs raisons, ça les rend humains, et ça c'est important de se rappeler que le mal est humain, machin truc. Je sais même pas lequel est diabolique, moi, là-dedans. Donc, d'accord. Et je suis passé totalement à côté. Je peux pas vraiment vous en dire... Mais ni du bien, ni du mal. À part, voilà, je pense que objectivement le style est pas terrible, mais c'est littéralement la seule critique objective que je puisse faire. Et niveau critique subjective, j'ai juste rien compris, je suis jamais rentré dedans. Donc c'est moche, et en même temps, je peux pas m'attarder plus, parce que j'ai rien de plus à dire. Mais si vous avez envie de découvrir de la littérature qui sort un peu de la littérature française, américaine, ou... c'est lequel des trois pays scandinaves qui fait beaucoup de thrillers et qui fonctionne très bien? C'est la Suède? C'est la Norvège? C'est peut-être la Finlande. Un des trois. Donc voilà, si jamais vous avez envie de sortir des sentiers battus, les éditeurs s'appellent Execo Éditeur Militant. Si jamais vous avez envie de vous pencher sur leur catalogue, ça peut être intéressant. Malheureusement, je ne peux pas vraiment, en toute bonne foi, vous recommander ce livre-là. Mais je suis très sensible à la démarche, je trouve ça vachement bien. Oh putain, on va s'énerver. Coco Curry d'Alexis Hérault, où es-tu? Où es-tu, petit trou du guet, là? Il est ici. Sens interdit sur 20.
Pas pour les raisons que vous imaginez peut-être. À 21 ans, Alexis est propulsé en Inde. Oh non, jamais! En échange universitaire. D'un naturel anxieux, râleur, mais curieux, le Français découvre une culture haute en couleurs aux antipodes de sa personnalité. Des forts du Rajasthan aux plages de Pondichéry, de la frénésie de Bangalore au calme de Rishikesh, le jeune homme se retrouve confronté aux situations les plus improbables et aux rencontres les plus marquantes de sa vie. D'accord. Alexis Hérault grandit à Angers alors que sa mère le sensibilise à la littérature. Son père lui fait apprendre la capitale du monde. Une fois adulte, il aime 3 choses en particulier. Apprendre surtout des choses insolites, rêver de son prochain voyage et écrire. Coco Curry, aventure et mésaventures d'un petit français nerveux perdu en Inde. Sens interdit sur 20. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout le long du livre, je vais le dire très clairement, globalement on s'emmerde un peu. Mais je me suis dit... J'aime pas les voyages, c'est peut-être pour ça. Je pense que quelqu'un qui est sensible au voyage peut-être sera plus sensible à cette écriture-là, parce que c'est vraiment une écriture chronologique, c'est-à-dire tel jour il s'est passé telle chose, tel jour il s'est passé telle chose, et vraiment t'as la date, et puis t'as le déroulé des événements. Et au départ, ça parle rugby, parce qu'il aime bien le rugby, donc il va nous parler de ce jour-là. J'ai vu tel match avec... il va pas nous le présenter vraiment de façon aussi plate, mais il va nous faire le récit de... il a regardé tel match avec tel pote, il a beaucoup aimé parce que tel pote est drôle, parce que voilà. Bref, il nous parle de sa vie. Et quand il arrive en Inde, effectivement, son quotidien est chamboulé, et du coup, il continue de nous parler de sa vie, mais en Inde. Franchement, je m'emmerdais. Je voyais pas de vraie progression. J'allais dire, je voyais pas où l'auteur voulait en venir. Si, je me disais, je vois où il veut en venir, c'est-à-dire que il nous fait vraiment un carnet de voyage qui colle le plus possible à la réalité, j'imagine. Je sais pas ce qu'il a vécu en Inde, mais je pense qu'il a pas voulu ajouter grand-chose, ou enlever grand-chose, et du coup, on a un compte-rendu vivant de ce qu'il a vécu. Moi, personnellement, j'en ai rien à battre. Et du coup, je me faisais chier un peu. Jusqu'à le dernier quart du livre, où là, il commence à avoir le mal du pays, où là, il commence à apprivoiser l'Inde, à trouver des choses chouettes, il commence à aimer le yoga, il commence à... Voilà. Et à la toute fin, il a le mal du pays, c'est-à-dire que... Mais un mal qui ressemble à rien de ce qu'il avait vécu avant. Donc il découvre un truc, et là, je me dis, d'accord, on construisait vers ça. Ça aurait pu être mieux construit, ça aurait pu être mieux amené. Il y a un truc qu'il a essayé de faire, et j'imagine que c'était le but, mais à plusieurs moments, il cite du Brassens ou du Renaud, mais vraiment comme ça, c'est-à-dire, à un moment donné, il voit un flic tabasser un gamin, et il dit « Ah, c'est un matraqueur assermenté qui fignole sa besogne ». Ça, c'est une parole de Hexagone, de Renaud. Je comprends l'intention, pour moi, c'est mal bité. Pour moi, c'est pas une bonne idée de faire. Si tu cites Renaud, dis que tu cites Renaud, parce que sinon ça fait quelqu'un d'autre l'a dit en mieux, donc j'ai utilisé ces mots, et je vais pas vous dire que j'ai utilisé des mots qui m'appartiennent pas. Et ça, pour moi, là, il y a un petit problème. Dis que tu penses à la chanson de Renaud, Hexagone, voilà. Pour moi, ça passerait mieux. Bref, j'allais pas avoir un avis très très fort sur ce roman, et là, mais vraiment à la fin, il donne rendez-vous, ou il reçoit un SMS, je sais plus, d'une jeune femme avec laquelle il a été pendant 1 mois. Globalement, ça a été une amourette extrêmement passionnée. Et il l'a décrit comme, voilà, ça a été 1 mois d'éclat, d'amour sauvage, d'amour de jeunesse sauvage. Et elle a dû partir, ça leur a brisé le cœur à tous les deux, parce qu'elle est indienne, et elle a dû repartir en Inde parce que ses parents devaient la marier, quoi, lui faire arranger son mariage. Et c'est pour ça qu'il a été en Inde pour son voyage d'études. En arrivant là-bas, il la voit, elle est mariée, il s'avère qu'elle s'ennuie avec son mari. C'est pas un mauvais gars, c'est juste elle le trouve chiant, quoi. Mais elle lui dit pas parce que elle est fidèle. Et lui, ça lui brise un peu le cœur aussi de voir cette ancienne partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça lui fait du mal, mais il doit partir. Et en partant, elle lui laisse un mot. Elle lui laisse un mot écrit où elle lui dit je t'aime et je t'aimerai toujours, même si on peut pas être ensemble. Je vais vous décrire comment c'est écrit. Je crie pas encore, je vais essayer de pas crier, ça va être très très dur. Ça arrive là, quoi. On apprend l'existence de cette nana là. Pourquoi tout le roman n'a pas été construit là-dessus? C'est une histoire géniale! Et la conclusion. Le mot qu'elle lui a laissé. Salut baby, j'espère que tu as aimé ton voyager en Inde et que cette expérience t'a marqué. Je t'aime, peu importe ce que cela implique, tu es le garçon le plus gentil que j'ai rencontré à Rennes. Merci d'être resté à mes côtés quand j'avais besoin de toi. Dans l'espoir de te revoir un jour, prends soin de toi, je suis avec toi, que ce soit physiquement ou mentalement, je t'aime. La conclusion
de ce trou du cul. Et je parle du narrateur, je parle pas de l'auteur, je me permettrai pas, je ne connais pas l'auteur. Et voilà comment se termine notre histoire, une fin douce et amère, deux personnes originaires de deux mondes différents, une jeune femme mariée à un homme choisi par la famille, un jeune homme issu d'une culture plus libérale, deux jeunes gens dont l'aventure amoureuse est condamnée par une différence de mœurs et des règles d'une autre époque. Ça ne sonne pas trop mal, pas de quoi écrire un scénario de blockbuster hollywoodien. Tu te fous de ma gueule? Bien sûr de quoi écrire un scénario de blockbuster hollywoodien, elle est géniale cette histoire. Mais en attendant, c'est toujours une meilleure histoire d'amour que Twilight. Tu nous prives d'une histoire d'amour super belle, super dure, super engageante, qui te tend les mains, et tu finis par un même claquer au sol, sérieusement? Non, Twilight est une meilleure histoire d'amour. Au moins, il raconte une histoire d'amour. Très frustrant. C'est pour ça le sens interdit, c'est qu'il s'est complètement gouré de voix. C'est-à-dire que il nous parle qu'il se chope la chiasse, il nous parle qu'il voit le Taj Mahal et que c'est très beau, il nous parle de la fête où il se lance des couleurs à la gueule, là j'ai oublié le nom, je suis pas très voyage d'une façon générale. Il nous parle du rugby, il nous parle que sa guitare lui manque, il y a une nana qui a eu un mariage arrangé, qui est toujours amoureuse de toi, tu nous en parles à la fin! Mais vraiment, après ce passage-là, j'étais en colère! Parce que je me disais, putain, c'est super dur. Je suis super engagé émotionnellement dans cette histoire que tu m'as racontée en 10 pages. J'exagère 10 pages. J'avais pas envie de lire la fin. Je me suis dit, tu m'as arnaqué. Pendant tout ça, tu m'as raconté des trucs dont je me bats les couilles, alors qu'il y a que ça qui est génial. Et tu oses me dire, oh. Ah, c'est... Et puis à la toute fin c'est génial parce que, alors je sais pas s'il habite en Irlande maintenant, mais en tout cas à la fin du roman il habite en Irlande, et la fin c'est vraiment, je remercie vraiment excusez-moi il y a un avion qui passe, je remercie vraiment ce voyage en Inde parce qu'il m'a éclairé les yeux et il m'a appris où est-ce que je devais vivre, en Irlande. C'est extrêmement frustrant. Est-ce que je vous le recommande? Alors si vous aimez les voyages, je vous le recommande, parce que c'est un compte-rendu de voyage qui est assez rigolo. C'est très parlé, c'est très... il n'y a pas beaucoup de travail sur le style. Ça m'a beaucoup évoqué Mes Nuits Sauvages de Sylvie Perren, dans le sens où c'est la personnalité quoi, de l'auteur. Le truc c'est que Sylvie Perren, tu sens qu'elle est Sylvie Perren, tu sens que j'aimerais beaucoup partager un verre avec elle et que ce serait sympa, quoi. Elle est pétillante, elle est marrante, que lui, il a les défauts de son âge. C'est-à-dire qu'il a 21 ans, du coup, il est un peu... moi, j'ai tout vu, moi, je sais tout. À un moment donné, il est avec d'autres gars et il dit ouais, ils font chier parce que ils veulent pas aller dans tel endroit alors que l'aventure, c'est faire comme ça. Hein, parce que moi, je suis un vrai aventurier et que l'aventure, c'est comme ça. Et je me dis, ouais, non, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne, évidemment. Mais c'est pas quelqu'un avec qui je suis content d'être resté aussi longtemps. Mais vraiment, la grosse faiblesse du roman, c'est cette erreur, cette erreur de focalisation, quoi. Mais je recommande quand même à certains d'entre vous, notamment ceux qui aiment les voyages, ceux qui veulent voir ce que c'est, ceux qui peuvent pas aller en Inde et qui se disent, vivre l'Inde par procuration, peut-être. C'est pas désagréable non plus, quoi. C'est juste... Quel gâchis, quoi. Quel gâchis d'une très belle histoire. Ensuite, nous avons eu... le Testament de Talmara par Marie-Laure Junier, auquel j'ai mis 8 sur 20. Le R est tout à fait prononcé, c'est un 8 sur 20. Quatrième de couverture, il fait chaud. Au sein du désert des sables éternels, c'est pour ça qu'il fait chaud, sur l'île de Tel Déféné, chaque membre d'une tribu voit son existence dépendre uniquement de la place que chacun occupe. Talmara, une jeune femme rebelle dont la vie bascule du tout au tout, se découvre être la descendante d'une longue lignée de prophètes. Elle doit alors prendre les bonnes décisions et se choisir les meilleurs alliés pour réussir à survivre. Au cœur du désert, elle seule peut lire l'avenir. Alors déjà, quand je lis une quatrième de couverture comme ça, d'emblée non. D'emblée, ça va pas être mon style. D'emblée, je vais pas aimer. Et effectivement, c'est pas du tout mon style. J'ai pris un énorme bloc de notes. Je vais peut-être le lire en entier, je sais pas. Ouais, allons-y. J'ai écrit page 45. Ça y est, c'est le moment où j'ai compris que j'allais passer un mauvais moment de lecture. Je vais essayer de synthétiser ça parce que je pense que je ne vais plus prendre de notes, sauf si je change d'avis. J'ai pas changé d'avis. Le style est du langage parlé bizarre, et j'ai cité « Il se mit à rire ». Un rire tout ce qu'il y a de plus franc et direct. Talmara en fut légèrement décontenancé. Qu'est-ce qu'il y avait d'amusant dans ce qu'elle venait de dire? Vous voyez, c'est...
du parler bizarre, quoi. On a changé de point de vue narratif d'une phrase à l'autre. Bah oui, on a changé de point de vue narratif parce que il se mit à rire. On est sur de l'externe. Il se mit à rire, un rire tout ce qu'il y a de plus franc et direct. Telmara en fut légèrement décontenancé. Qu'est-ce qu'il y avait d'amusant dans ce qu'elle venait de dire? Ah merde, on est dans l'interne maintenant. D'ailleurs, rien que sur cette page, on a 2 exemples d'adverbes nuançant maladroitement un adjectif mal utilisé. Genre légèrement décontenancé. Utilise plutôt un meilleur adjectif, si tu veux dire légèrement décontenancé. Vraiment la flemme d'en chercher un là, mais voilà. Et un peu excédé. Excédé, c'est très fort. Si tu veux pas dire excédé, dis pas un peu excédé. Utilise un autre adjectif. J'ai écrit en cherchant dans les autres pages, j'en trouverai d'autres. Souvent, les phrases sont récurrentes. Et alors ça, c'est un énorme défaut, mais qui fait que j'ai vraiment survolé la lecture sans jamais perdre un élément de compréhension, parce que, tu te répètes, j'ai fait, en faisant mes stages, j'ai considéré les 1000 premiers mots de chaque livre, donc je les ai bien en tête. Là, au début, c'est... La douleur était intense sur son flanc gauche, presque autant que celle qui vrillait la membrane de son aile, on parle d'un dragon. Son sang s'écoulait au cours de son vol, long cordon rougeoyant qui contenait sa vie. Bientôt, elle se terminerait, le fil se couperait, ses blessures étaient bien trop profondes pour qu'il espère s'en remettre. Tu viens de dire 3 fois la même chose. Avec une petite nuance à chaque fois, bien sûr, mais c'est 3 fois la même chose. Il avait de la chance de pouvoir respirer encore quelques minutes, il comptait bien en profiter, il ne pouvait plus aider ses frères et sœurs, son temps était fini. Donc là, il ne pouvait plus aider ses frères et sœurs, son temps était fini, c'est la même chose. Il comptait bien en profiter, cependant il pouvait laisser un cadeau pour les futurs habitants d'Alphéa, à condition que ses alliés abattent leur ennemi. T'as pas besoin de dire il comptait bien en profiter si 2 phrases plus loin, t'as l'intention de dire comment est-ce qu'il comptait en profiter. J'ai noté d'autres exemples plus loin, là où j'en étais dans la lecture. Tout inconnu était un potentiel danger, point, il fallait rester sur ses gardes. 2 fois la même chose. Telmara en fut décontenancé, point. Qu'est-ce qu'il y avait d'amusant dans ce qu'elle venait de dire? Même chose. J'ai écrit d'ailleurs, parlons des adverbes en ment, en général, vaut mieux les éviter parce qu'ils sont lourds. J'en ai compté 24 dans le chapitre 3 et ils sont presque tous inutiles, voire redondants. On va parler du style à la fin de la vidéo. Et au niveau du contenu, tout ce que j'aime pas dans ce genre de roman, moitié cliché et moitié établissement d'un lore à grand renfort d'exposition. C'est-à-dire... il existe tel dieu créa telle entité et telle entité, mais telles entités ne s'entendaient pas, alors il bannit telle entité dans le royaume du trou du cul, voilà. Et les clichés, quoi. Les clichés, j'ai écrit « Moi, me marier, jamais... » Personnage féminin, évidemment. « Moi, me marier, jamais de la vie. » Ce serait rafraîchissant que ce soit un personnage masculin qui veut pas se marier. « Moi, me marier, jamais de la vie. J'ai soif de liberté et d'aventure, même si ce jeune homme est très beau. Oh, et il aime cette femme. Me voilà jalouse. Comme il est difficile d'avoir des principes. » Je crois que j'ai eu 3... peut-être 4 histoires de jeunes femmes qui veulent éviter un mariage arrangé dans mes lectures du mois. À la fin du mois, j'en pouvais plus. C'est très injuste pour le dernier livre, mais vraiment le dernier livre, j'étais en mode... Je veux lire quelque chose que je veux lire, s'il vous plaît. Et c'est pas très juste, mais bon, c'est... Mais la raison pour laquelle je suis aussi décontracté quand je vous parle de tout ça, parce que pour moi, le style de ce roman est... c'est très dur ce que je dis, mais pour moi, c'est objectivement mauvais. Objectivement, et pour moi, ça nul, on est bien d'accord, mais je n'ai pas l'autorité pour vous dire qu'un style est objectivement mauvais. Je suis obligé de... Mais en même temps, je remarque des choses que... Si vous voulez, maintenant qu'on est dans le même bateau, maintenant que j'écris un livre, je me renseigne aussi sur les erreurs à ne pas faire quand on veut écrire. Et je remarque, pas des erreurs, mais des maladresses, des béquilles d'écriture. Et donc, je dis pas ce qui m'a empêché moi de rentrer dans l'histoire, je dis je ne suis pas rentré dans l'histoire, et je remarque que ces choses que on conseille souvent d'éviter, y sont. C'est pour ça que je peux me permettre de dire... objectivement, c'est pas vraiment objectivement, mais c'est avec du recul. Maintenant, le livre a de très bonnes critiques sur Babelio, et c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 20. Je déteste les huîtres, mais c'est pas objectivement mauvais les huîtres, il y a plein de gens qui aiment les huîtres, c'est juste pas à mon goût, quoi. Mais pas à mon goût du tout. C'est même pratiquement tout ce que j'aime pas dans ce style-là. Beaucoup de gens qui me disent « Ouais, t'aimes pas la fantasy ?» Non, j'aime juste pas cette fantaisie-là, cette fantaisie... J'ai pas envie de dire facile, c'est très insultant, facile. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui semblent penser que parce qu'ils écrivent de la fantaisie, le public va s'émerveiller de toute façon. Je dis pas que c'est paresseux, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est un prétexte tout trouvé qui marche pour un certain public dont je ne suis pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, le livre a d'excellentes critiques sur Babelio. Donc, qui je suis pour... donner des conseils à quelqu'un qui marche. Voilà. C'est pour ça que je me suis pas étendu plus que nécessaire, ni là, ni dans mes notes de lecture, parce que je pense que l'autrice a trouvé sa vibe, a trouvé ce qui fonctionne.
elle peut essayer de mettre moins d'adverbes, de moins se répéter, et peut-être que ça marchera moins, donc peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, peut-être qu'elle a trouvé son truc, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est pas pour moi, que je la remercie quand même de m'avoir envoyé son livre, c'est pas pour moi, mais il y a un public pour ça. Si vous aimez la fantasy, si vous avez vraiment une approche à la fantasy qui est, c'est de la fantasy, je vais bien aimer, je pars du principe que ça va être bien, peut-être que c'est votre truc. Donc, à la limite, voilà, laissez-lui une chance. Si vous aimez la fantasy d'une façon générale, si vous êtes genre pratiquement jamais ou très rarement déçu par de la fantasy, laissez-lui une chance, ça sera peut-être votre cam, c'est pas la mienne. Désolé. Ensuite, nous avons lu Sous les chaussettes sales, bordel de merde, de Laura Marchetti. Cœur brisé sur 20. Hop là. J'avais très hâte de découvrir ce livre et je n'ai pas été déçu du tout. 1977, Margate, Angleterre. L'homosexualité est illégale chez les mineurs. Mais Eric aime Mark et Mark aime Eric, malgré les tensions liées aux nombreux subterfuges qu'ils mettent en place pour ne pas être découverts. Alors rien ne pourrait briser leur bonheur, 3 petits points. Si? Si! Alors, je lui ai mis combien? Oui, Cœur brisé sur 20. Ah, il était très très bien ce petit roman. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une approche assez, je vais pas dire originale, je vais dire intéressante. C'est une approche intéressante de la romance gay, parce que c'est pas deux jeunes hommes qui découvrent qu'ils sont homosexuels par leur attirance mutuelle. Ils savent qu'ils sont attirés, ils sont en couple sans le dire, parce que ça se passe en Angleterre en 1977 et que... voilà. Déjà, ça passe pas crème aujourd'hui, 2022, mais à l'époque, ça passait pas crème du tout. Ça passait pas crème, mais ça passait pas beurre non plus. Ça passait rien du tout. Ça passait pas du tout. Donc ouais, voilà, l'homosexualité était illégale. Ils avaient intérêt à se cacher. Et ce que je trouve très intéressant, vraiment très intéressant, c'est que les deux hommes ont une opinion différente sur comment ils devraient vivre leur homosexualité. C'est-à-dire que Eric pense qu'ils devraient vivre leur homosexualité au grand jour, ne comprend pas pourquoi ils se révèlent pas. Il est vraiment en mode de toute façon on les emmerde, de toute façon on va assumer, de toute façon c'est notre vie, c'est pas la leur, et si tout le monde nous déteste, et ben tout le monde nous détestera, nous on s'aime et nous on est ensemble et c'est ce qui compte. Tandis que Mark est vraiment plus dans la réalité de son époque, c'est-à-dire on ne dit rien pour nous protéger. On ne dit rien parce que c'est pas tant qu'ils vont nous détester, c'est qu'ils vont nous chasser. Ils vont essayer de nous faire du mal, ils vont essayer de nous séparer. Et ils vont y arriver, parce que c'est la société qui décide, voilà, c'est la société qui décide pour toi. Je spoil juste vite fait parce que je veux pas que vous achetiez ce livre en disant c'est une jolie petite histoire, ça finit super mal. Et c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion, le style est pas bien meilleur que dans le Testament de Telmara, mais le truc c'est que quand tu racontes une histoire épique et tout, t'as utilisé un langage parlé, un langage facile, un langage de tous les jours, pour raconter un truc épique, ça jure quoi. Que raconter à la première personne un truc avec un langage de tous les jours, des problèmes de tous les jours, c'est-à-dire voilà, une romance homosexuelle qui doit rester cachée pour le bien des deux parties, là ça passe complètement. On est dans sa tête, il parle, oui, il parle à la première personne, la narration est à la première personne, donc bien sûr qu'il va pas faire des gros efforts de style. Il faut faire des efforts de style, mais il va pas parler comme je fus surpris et légèrement décontenancé. Voilà, donc c'est pas bien écrit, mais c'est normal que ce soit pas bien écrit, c'est adéquatement écrit si vous voulez. Un tout petit bémol, le dernier chapitre, le chapitre 40, et non, pardon, j'ai écrit le chapitre 40, c'est juste qu'il se passe 40 ans plus tard, 40 ans après les faits, est un peu rentre-dedans. Ça se passe 40 ans après la fin tragique de l'histoire entre Mark et Eric. J'aime beaucoup le fait que les personnages soient très nuancés et très crédibles. C'est-à-dire qu'ils représentent tous une espèce d'identité assez convenue sur les histoires d'amour homosexuel. Le parent qui n'accepte pas de façon très violente, le parent qui est dans la protection en disant « t'inquiète pas, on va te soigner », l'ami qui comprend pas, l'ami qui s'en fout. Voilà, les rôles sont très bien partagés. Mais donc ce dernier chapitre qui se passe 40 ans plus tard, je l'ai trouvé un peu... ce chapitre existe pour dire « la lutte n'est pas finie ». Et la lutte n'est pas finie. Mais là, c'est pas le propos. Tout le bouquin sert à dire, attention, cette mentalité est dangereuse. Cette mentalité est, le mot qui me vient, c'est létale. C'est mortel. Cette mentalité tue des gens. Cette mentalité coûte des vies. Et à mon avis, t'avais pas besoin, dans le dernier chapitre, de dire, ça existe encore, au Yémen, on se fait exécuter parce qu'on est homosexuel, la manif pour tous, tout ça. Je pense pas que c'était nécessaire. Je pense pas que c'était nécessaire parce que je pense que le reste du bouquin fait le taf. Mais c'est que mon avis. Par contre, l'avant-dernier, je vous spoil pas ce que c'est, l'avant-dernier chapitre. Et très très bon, très bon. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit roman. Je vous le conseille.
Je vous conseille. Livre suivant, Traqueuse d'ambition, tome 1, Crépuscule ardent de C.S. Angeline, auquel j'ai mis la note de... beaucoup de notes sur celui-ci. Ah oui, je lui ai mis une note de merde, j'aime pas la note que je lui ai mise. Mais bon, tant pis. Je lui ai mis toile d'araignée sur 20. Et je suis pas satisfait. J'aurais pu trouver mieux, je pense. Le bouquin a un peu morflé parce que il est resté un moment chez mes parents. Mes parents ont des chiens. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que ma mère a dû ouvrir mon courrier et laisser ce livre sur la table. Et du coup, moi, je m'attends à trouver des enveloppes, si vous voulez. Je m'attends à trouver des colis. Je vois un livre, je me dis, bon, ce livre, il appartient à quelqu'un. Et en même temps, je me dis, un livre comme ça... Désolé, hein, la couverture fait très amateur, fait très... j'ai fait ça moi-même sur Word. J'exagère sur Word. Mais enfin, elle fait très... Elle fait pas... Elle donne pas envie, quoi. Clairement, elle donne pas envie. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire... Minute. Et j'ai dit à l'autrice qui m'a demandé si j'avais bien reçu son roman, j'ai dit, ah, je suis désolé, je le trouve pas, je pense pas l'avoir reçu, parce que je me suis jamais arrêté sur le titre, parce que je me disais, bon, il y a un livre sur la table, mes parents lisent ce qu'ils veulent. Et donc voilà, et donc après, du coup, j'ai deux exemplaires de ce livre-là. C'était d'ailleurs la petite carte que tu m'as envoyée avec, et bah, elle a morflé un peu aussi. Et donc voilà, il y a un chien qui a bouffé le colis, et je pense que c'est pas ma mère qui a ouvert le courrier, je pense que c'est le chien qui a ouvert le courrier, et ma mère a mis le... Voilà. Bon, ça c'était l'anecdote. Traqueuse d'abandon, Crépuscule ardent. Il n'y a pas de meilleure saveur que celle d'une vengeance accomplie, à part un cupcake à la pistache. C'est avec cette conviction qu'Eden s'est mise en quête des parchemins du pouvoir, ces objets censés délivrer une puissance incommensurable à la personne qui parviendrait à les réunir. Bien consciente de n'être qu'une humaine, elle devra se tourner vers des créatures aussi anciennes que puissantes et les convaincre de s'allier à elle plutôt que de la tuer, ou pire. Traquée par les soldats du Grand Dragon, Eden devra se battre pour atteindre son objectif et ne pas se perdre elle-même dans un labyrinthe de secrets et de manipulations, et ce sans compter sur le pouvoir qui brûle en son sein et menace de la submerger. Putain, j'ai rien compris de ce que je viens de dire. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, c'est que c'est vague et c'est tous les clichés de fantasy du monde, quoi. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment pas du tout aimé, et du coup ça va être très compliqué d'en parler en étant constructif. Au début, deuxième ligne, mais vraiment deuxième ligne. Je triche pas, hein, deuxième ligne. Première ligne, le monde était beau avant. Deuxième ligne. Mon monde était composé de 6 pays, terre d'Elébor, terre d'Aconite, terre de Citis, terre de Jucam, terre de Datura et terre de Belladone. J'ai noté dans mes notes j'ai pris dans mes notes de lecture, mon histoire se passe en France. La France est un pays divisé en 18 régions, la Bretagne, la Normandie, le Centre, la Guadeloupe, l'Île de France. On découvrira les régions quand on ira, si on y va. Nous balance pas ça dès le départ. Et là d'emblée, tu sais, quoi. D'emblée, tu sais... ça va être difficile. J'ai écrit page 12, non mais non, on commence à peine et c'est déjà le bordel. Qu'est-ce qui se passe, page 12? Ah oui, le dialogue, d'accord. Donc page 12, on vient d'être présenté au personnage. Mes yeux papillotèrent avant de s'ouvrir complètement. Je les refermais, ma rétine agressée par un plafond qui fut blanc bien des années auparavant. Je fronçais le nez en comprenant ce qui m'avait réveillé, l'odeur âcre de la mort. Ignorant le vertige, donc là, l'héroïne est tombée dans les pommes avant et elle vient de se réveiller. Ignorant le vertige qui me prit soudain, je m'arrachai au drap usé de mon lit d'hôpital. Les blessés s'accumulaient dans les pièces et les couloirs du petit bâtiment servant d'hôpital à l'ordre. Ça fait 2 fois hôpital, ouais, ça fait 2 fois hôpital en 3 lignes. Respirant par la bouche lorsque je passais devant la pièce où s'amoncelaient les cadavres, je laissai glisser mon regard sur les corps mutilés, ne m'arrêtant qu'au moment où je reconnus son visage. Donc d'emblée, son visage. Le visage de qui? Ça, c'est pas gênant à petite dose, c'est-à-dire que là, c'est pas gênant. Et je le remarque parce que... Me précipitant sur le brancard où il gisait au détour d'un couloir, donc toujours... Qui il? Je saisis sa main entre les miennes. « Aaron, tu vas bien ?» Il s'appelle Aaron. Il tourna son regard bleu outre-mer vers moi, haussant un sourcil. « Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ?» chuchota-t-il. « Désolé, question stupide. Que s'est-il passé? Vous ne deviez pas rentrer avant au moins 3 jours. »« Qui? 3 jours? Quoi? Présente-nous, on est là! S'il te plaît. » Il toussa et je vis l'effort que lui coûtait notre conversation. Mais j'avais besoin de savoir. Aaron, Adaline et Sahel, respectivement les chefs des équipes 15, 17 et 18, étaient partis en mission 2 semaines auparavant. Une mission devant être simple, longue, mais avec un effectif total de 21 chasseurs, elle aurait dû être d'une facilité déconcertante. Sa chevelure à la couleur évoquant le caramel fondu accrocha à la lumière crue des plafonniers lorsqu'il se retourna vers moi. Nous sommes tombés sur des vestiges, il était au moins 7, mais on ne s'attendait pas à une telle surprise. Mes sourcils se froncèrent, les vestiges ne se déplaçaient pas en nombre aussi important. Je ne sais pas ce que c'est qu'un vestige! Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu m'ignores? Et voilà. Et donc ça c'est un défaut, et un défaut qui va rester pendant tout le truc. Mais au bout d'un moment, tu comprends que l'autrice a vraiment écrit le bouquin pour elle. Tu le comprends quand... globalement, elle fait équipe avec un loup-garou, un vampire, ensuite il y a un léviathan, enfin voilà. Ils sont tous extrêmement musculeux et extrêmement bien faits de leur personne.
Et le Léviathan, un des premiers trucs qu'il fait, c'est lui rouler une énorme pelle, et à ce moment-là, je me dis d'accord, d'accord, je comprends. Je comprends ce que je suis en train de lire, j'ai pas du tout envie de lire ça, désolé. Il y a pas, voilà, il y a pas de sexe, il y a pas de voilà. Page 37, j'ai écrit « Moi, éprouver du désir, absurde, jamais, caca !» Parce qu'on est dans les mêmes clichés. Elle est avec des créatures fantastiques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout avec ces créatures fantastiques, dans le sens où elles veulent la tuer depuis le début, mais ils la tuent jamais vraiment. Et pendant tout le bouquin, elle fait référence au personnage masculin comme étant le brun ou le blond. Mais pas pour les distinguer ou pas... Non, juste, des fois c'est le prénom, des fois c'est un pronom, et des fois c'est le brun. Je m'excusais auprès du brun. C'est un niveau de superficialité qui est extrêmement gênant, parce que t'as vraiment l'impression d'être dans le fantasme de l'autrice. Et tu te dis, je ne sais pas ce que je lis, je ne sais pas où je vais. L'univers est très mal défini. Je suis désolé, hein, je suis très dur, mais je suis honnête, je dis ce que j'ai ressenti. L'univers est très mal défini dans le sens où c'est marqué derrière Urban Fantasy, mais c'est pas de l'Urban Fantasy. C'est juste... moitié cliché de fantasy, moitié je savais pas quoi faire, alors ça sera le monde moderne. Il y a des jeans, pantalons, mais il y a aussi des donjons et des clichés de donjons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle cherche un passage secret dans un donjon, et elle retourne les livres en disant il doit bien y avoir un livre qui ouvre un passage secret, comme dans tout donjon qui se respecte. J'ai dit d'accord, donc là on est dans la grosse fantasy, mais vraiment on est dans une partie de Donjons et Dragons, quoi, et d'autres fois on est dans notre monde. Dans notre monde, juste dans notre monde. Mais pas de façon qui soit expliquée, quoi. Vraiment juste les deux mondes en même temps, à la fois, mélangés. Et il y a autre chose qui pose vraiment problème dans ce roman, c'est le ton. C'est le ton qui ne se fixe pas. Des fois c'est hyper dur, des fois c'est drôle, parfois c'est au même moment. J'ai noté ça, page 166, donc je vais peut-être vous donner un exemple précis. Secouant la tête, je détournai et allai m'agenouiller là où le corps de Keith était tombé. Il respirait toujours et son cœur battait, mais si faiblement que je faillis ne pas l'entendre. Évidemment, le cœur des vampires battait toujours plus faiblement que celui des humains. Évidemment. Appuyant mon poignet contre sa bouche, je m'écorchai la peau contre ses crocs, faisant couler mon sang. Oh. C'est pour ça la toile d'araignée, c'est que j'ai vraiment l'impression de lire un roman écrit par une ado gothique pour des ados gothiques. Appuyant mon poignet contre sa bouche, je m'écorchai la peau contre ses crocs, faisant couler mon sang. Je n'avais d'ailleurs jamais compris comment il était possible que leur cœur batte. C'est vrai, ils étaient censés être morts, non? Quelques gouttes de sang tombèrent sur la langue du brun, mais pas assez. Je plantai plus fermement ses dents dans mon poignet, et le sang coula à flot. Ah, quand même! Sincèrement, c'était triste un tout petit peu avant, ou c'était tendu un tout petit peu avant, et là, ah, quand même! Sincèrement, un mort n'est pas censé pouvoir respirer, et son cœur n'est pas censé battre. Même ces ignobles vestiges avaient compris le principe. Ça va dans tous les sens. Ils prenaient des inspirations pour chasser leur proie, mais leur cœur était mort et sec comme des coquilles de noix. Je dus me mordre la langue pour retenir un cri lorsque le vampire s'éveilla dans un état second et dévora sauvagement mon poignet. Bon, c'était peut-être pas le meilleur moment pour avoir ce genre de réflexion. Cette phrase ne sert à rien. Je le laissai boire jusqu'à ce que la peau de son bras réapparaisse, puis je lui retirai cet excellent repas qu'était mon sang. Le ton ne se fixe pas. On ne sait pas ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas si on est dans une détresse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment dans une espèce de rapport superficiel à une sensualité, un peu SM, bah, qui est un peu gênante, quoi. Comme si on devait pas être là, comme si le lecteur était en trop. Du coup, la lecture, c'est pas super bien passé. Ah oui, j'ai écrit page 209, il y a un personnage qui est introduit. Je vais vous le lire, ça va être plus simple, parce que si je paraphrase, je vais exagérer. Un personnage pop, le personnage principal qui s'appelle Eden, se présente par son matricule, et l'autre se présente aussi par son matricule. Son matricule étant, je suis le numéro -17 1100111. On dirait on dirait un personnage, on dirait un numéro de téléphone surtaxé. Mon épée et mon poignard glissèrent de mes mains, soudainement moites et tombèrent au sol. Les jambes tremblantes, mes genoux heurtèrent la terre froide, Impossible. Elle était une Origins. Je crois qu'on n'a jamais entendu parler des Origins avant. Mais plus que ça, elle était la première Origins, la première milicienne, la première à avoir intégré l'ordre. Impossible, 2 fois impossible. Au sein de l'ordre, elle était une légende vivante, donc première fois qu'on en entend parler, là, hein, la légende vivante. Très peu de personnes l'avaient déjà vue, et ils étaient encore moins nombreux à avoir eu l'honneur de s'entraîner avec elle. Elle faisait partie de la garde rapprochée de Trouche à ses heures perdues, et le reste du temps, elle veillait à la sécurité... Grand méchant, Trouche. Elle veillait à la sécurité des armes de guerre secrètes que le grand donjon émettant... Dragon, pardon. Émettant. Il s'en vantait dès que possible, même personne ne les avait jamais vus. Bref, elle était la légende de l'ordre. Si elle décidait de me tuer, je n'essaierais même pas de lutter, ce serait futile. Elle leva une main devant sa bouche et pouffa. Relève-toi, voyons, je ne vais pas te manger. J'ouvris la bouche pour lui répondre, mais je ne trouvais rien à dire. Que fais-tu là? Finis-je par demander. Ben, je suis là pour toi, déclara-t-elle comme si c'était logique. Bon, je n'étais pas censé rentrer en contact avec ma cible. Si Trouche la prend, il ne va pas être content. Mais tant pis, c'était trop ennuyeux de te regarder de loin. La légende vivante, le premier truc qu'on la voit faire, c'est foirer une mission. Et dire, lol.
Il y a beaucoup de maladresse. Et surtout, j'ai envie de dire, il n'y a aucune prise en compte du lecteur. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème qui n'est pas facilement réglable. Donc globalement, voilà, on a un roman avec une protagoniste qui est systématiquement dans le sarcasme et dans la souffrance et dans la jouissance de cette souffrance. C'est forcément le truc de quelques-uns et sûrement quelques-unes d'entre vous. Moi, pas du tout, mais pas du tout. Je sais pas vraiment à qui le conseiller. Et j'ai pas envie que ça soit mal pris, j'ai pas envie que ça soit... J'imagine qu'il y a un public pour ça, je sais pas si le public pour ça regarde mes vidéos. Pour moi, il y a une espèce de fossé à la fois de génération, de genre et Enfin, j'ai pas envie de me faire mordre par avant. Il n'y a pas de connexion qui se fait avec le personnage. Et pour moi, tout est trop bancal, quoi. Tout n'est pas assez travaillé. Voilà, je suis désolé, ça a été j'ai été très dur avec ton roman. J'espère que tu m'en veux pas. Si jamais il vous tente, voilà. Si jamais il vous tente, lisez-le et faites-lui un retour gentil pour compenser, s'il vous plaît. Je préfère que vous lisiez les romans que je vous conseille pas et qu'après vous soyez sympa avec les auteurs et les autrices parce que ça allège un peu ma conscience. Parce que je me sens toujours un petit peu con. Je sais que je le fais avec bienveillance, mais je sais aussi que c'est toujours très dur d'entendre un retour négatif. Prends en compte mes retours. Ou pas, tu peux décider de t'en foutre de mes retours, c'est tout à fait possible aussi. Mais si tu décides de prendre en compte mes retours, n'hésite pas à me tenir au courant. Je t'encourage quand même à continuer. Évidemment, je t'encourage à continuer. Et à suivre ta voix. Écrire ce qui te fait plaisir. Si je t'ai donné quelques pistes qui vont t'aider, tant mieux. Sinon, fais vite ta vie. Écris ce que t'aimes. Il n'y a vraiment aucun souci. Seconde Humanité de James Mangold. Ça a été une terre sur 20. Seconde Humanité, juste ici. Des éditions de l'Homme sans nom. Le monde est tout petit. L'humanité aura-t-elle une troisième chance? Pour son premier roman, Adrien Mangold explore les destins d'un chercheur, d'un soldat et d'une fillette qui pourrait marquer l'histoire quand d'une inattention naît une pandémie, d'une convoitise, une guerre, de l'apocalypse, une seconde humanité. C'est très difficile pour moi de vous en parler parce que là, j'ai vraiment pas aimé le style de l'auteur, mais je pense que le style de l'auteur est objectivement bon, et là c'est compliqué. Là c'est vraiment une question de point de vue. Le style m'a empêché de rentrer dedans à plusieurs reprises pendant toute la durée du roman. En fait, j'aime pas son style parce que je trouve qu'il a des phrases alambiquées qui sont construites un peu bizarrement. Je vais vous lire l'exemple que j'ai pris dans mes notes que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Donc là, j'ai noté une phrase. C'est page 13, donc ça spoile rien. Toujours est-il que durant des heures, j'ai profité d'une agréable tranquillité me permettant de mener à bien mes travaux jusqu'à cette dernière séquence à observer. Cette dernière goutte de sang à verser sous l'oculaire du microscope, ce dernier flacon à saisir dont le contenu, par fatigue ou par manque d'attention, se déversa sur l'installation de mon collègue. Alors, c'est une phrase qui est très longue, mais comme elle est coupée par plein de virgules, ça pose pas vraiment problème. Je vous ai dit, je pense pas qu'il soit objectivement mauvais son style. Ce qui me pose problème dans cette phrase. Me permettant de mener à bien mes travaux ne sert à rien, surtout si c'est pour annoncer un problème, a fortiori dans la même phrase. Il aurait fallu scinder la phrase en deux à ce moment-là. Mais réellement, dans le contexte, la tranquillité qu'il évoque n'a aucune importance, donc vraiment c'est tout le début de la phrase qu'il aurait fallu virer. Ensuite, on a un triptyque de subordonnés qui allonge la phrase et aurait dû la conclure. Jusqu'à cette dernière séquence à observer, cette dernière goutte de sang à verser sous l'oculaire du microscope, ce dernier flacon à saisir. Point. Pour moi, ce triptyque de subordonnés concluait la phrase. J'aurais même mis des points entre chaque proposition et j'aurais pas mis le démonstratif jusqu'à ce dernier, j'aurais mis jusqu'à la dernière séquence à observer, la dernière goutte de sang à verser sous le cœur du microscope, le dernier flacon à saisir. Et là, un mais ou un c'est alors. Quelque chose pour marquer une rupture dans la phrase, parce que là on est toujours dans la continuité de la phrase. Le don est beaucoup trop faible, j'ai même relu la phrase 3 fois en avalant le don, et j'étais persuadé que la phrase n'avait aucun sens, quoi. Et en retranscrivant la phrase pour mes notes de lecture, j'ai remarqué qu'elle était grammaticalement correcte. Il m'a fallu ça. Et enfin, le sujet de la phrase, finalement, c'est le contenu. Et juste après l'avoir introduit, l'auteur précise « par fatigue ou par manque d'attention », alors que c'est pas le contenu qui vient juste d'être introduit trop tard, c'est pas le contenu qui est fatigué ou qui manque d'attention. Du coup, tu te retrouves à faire un Rubik's Cube avec la phrase. Rien n'est incorrect dans cette phrase, mais elle est un peu labyrinthique et mon attention de lecteur se heurte à chaque intersection. Je ne peux pas la lire vite et la comprendre vite, mais je ne peux pas non plus en apprécier le style parce que ça me semble maladroit. Voilà, j'ai pris le temps, mais j'ai pris le temps avec cette phrase, mais c'est une phrase sur 4 ou 5 comme ça. Je sens que cette lecture va être une épreuve. Ça n'a pas été une épreuve, faut pas déconner non plus, mais en fait, au bout d'un moment, j'étais vraiment en mode, t'as pas compris la phrase, laisse tomber la phrase, passe à la suivante. Et c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus appréciable. Mon vrai problème avec ce roman, c'est que donc il y a un roman dans le roman, comme vous pouvez le voir, et c'est littéralement ça, c'est littéralement un roman dans le roman, c'est-à-dire que le protagoniste de cette histoire-là tombe sur un livre, c'est ce livre-là. C'est audacieux hein, comme façon de présenter le... Et alors, les éditions de l'Homme sans nom
déconne pas sur la... Il déconne pas sur la mise en page. Hein. C'est une autre police d'écriture, c'est une autre... Voilà, c'est complètement une autre mise en page. Les chapitres sont assez dingues. Bref, joli travail des éditions de l'Homme sans nom sur le travail d'édition. Donc oui, voilà. Ce machin-là raconte le passé, suit 4 ou 5 personnages, je sais plus, et ça arrive alors que la connexion émotionnelle commence à se faire avec le protagoniste de cette histoire-là. Et du coup, c'est frustrant parce qu'il y a une énorme rupture avec des personnages auxquels je me connecte jamais vraiment, parce qu'en plus, ils sont 4 ou 5, quoi, dans une histoire qui est relativement courte. Ce passage-là, bon, moi, j'ai juste pas aimé, quoi. Une des raisons qui font que j'ai pas aimé, c'est le monde qui est décrit et pas suffisamment décrit. Il est très flou, ça manque de description, c'est rare, hein, mais ça manque de description. On sait qu'il y a de l'eau partout, voilà, il y a eu une catastrophe naturelle qui a fait qu'il y a de l'eau partout, mais du coup, il y a des villes sous-marines, et on se dit, mais parle-nous-en de ça, décris-nous les villes sous-marines, ça a l'air génial. À un moment donné, il y a une créature marine, je sais plus si c'est une baleine, un requin-baleine ou un cachalot, enfin, il y a une énorme créature qui protège une ville, qui est plus ou moins considérée comme une divinité par une ville. Elle est à peine décrite aussi. On sait pas bien quelle est la relation de la population à cette créature-là. On sait qu'elle est plus ou moins divine, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est? Quand est-ce qu'elle est apparue? Qu'est-ce que... Un peu de contexte. Le monde n'est pas suffisamment construit. C'est le reproche que j'ai envie de faire. Et finalement, on passe beaucoup de temps à établir pas grand-chose. Tout ce livre-là sert juste à ce que le protagoniste, là, qui est un médecin qui cherche à résoudre une pandémie, dont il est plus ou moins responsable, il lit ça parce qu'il y a un élément de fantaisie aussi, et ça j'ai pas compris, parce que là on est clairement dans la SF, et là, on passe dans... Enfin, là et pour tout le reste, on passe dans la fantaisie, et je sais pas pourquoi. Dans la fantaisie, juste parce qu'il y a un personnage télépathique, et je crois que c'est littéralement tout ce qu'il y a de fantastique, c'est bizarre. L'équilibre est pas là, on va dire ça comme ça, l'équilibre est pas là. C'est pour ça que j'ai mis Terre sur 20, c'est parce que pour moi je suis resté vraiment très très en surface, très très loin de cet univers-là, qui me semble cohérent, qui me semble fonctionner, mais je suis tellement loin que je suis pas sûr. Et le style a pas aidé. Le fait que je sois assez insensible au style a pas aidé. Donc il est pas mauvais du tout. Je le recommande aux amateurs de SF qui aiment un peu de fantastique dans leur SF. Mais vraiment un tout petit peu, quoi. C'est-à-dire que pour moi, la SF, il n'y a pas de fantastique. S'il y a du fantastique, on est sur autre chose. Si vous êtes intrigué par ce roman dans le roman, là, ça peut peut-être vous intéresser aussi. D'autant que le roman du milieu est vraiment plus ou moins présenté comme un conte, un peu. Ça peut vous intéresser. Voilà. J'aurais tendance à vous le recommander. Moi, j'ai pas beaucoup aimé. Mais je vois le potentiel. Donc voilà, amateur de SF, si jamais ça vous intéresse, Seconde Humanité, de Adrien Mangold. L'antidote mortel de Cassandre Lambert. J'ai mis un smiley qui dort sur 20, mais je vais m'expliquer. Faut pas le prendre très mal, je vais expliquer pourquoi. Quatrième de couverture d'abord. Whisper, princesse prisonnière du palais, subit la tyrannie de son père et refuse l'avenir qu'on lui impose. Eden, orpheline, ne vit... putain, encore une Eden. Orpheline ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Voilà, smiley qui dort sur 20, ça commence à prendre un peu son sens. Jadis, Jadis c'est son prénom, jeune et modeste paysan doit porter à la reine une mystérieuse fiole sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. 3 personnages et 3 destins, aussi liés qu'opposés. Au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. 3 héros de Hoval vont embarquer dans une quête pleine de suspense, superbement écrite, dit Adeline Macera de la librairie Mola. On n'est pas tout à fait d'accord. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis un smiley qui dort sur 20, c'est vraiment très con, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire. La princesse qui s'échappe parce que son père, le roi, veut la marier. Le gars qui a un destin, qui doit changer le destin du royaume. Juste à ce stade-là, et on était à la moitié du mois, donc ceux derrière, c'était encore plus difficile. Mais à ce stade-là, j'en pouvais plus. Et c'est triste, mais le style n'a pas aidé, quoi. Le style est très plat, très simple. Pas mauvais, hein. Pas mauvais, mais pas bon, quoi. Et souvent, les mots sont mal choisis. Mais là où c'est dur, c'est que l'autrice est vachement jeune. Je crois qu'elle a genre 21 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est des trucs qui viennent avec l'expérience. D'ailleurs, je crois que la plupart des auteurs et des autrices dont je parle, ils ont pas 25 ans, quoi. Tout reste à faire, tout reste à apprendre, et ils ont la vie devant eux pour ça. Donc, finalement, c'est très positif que le problème principal soit un problème de style, parce que le style, ça s'apprend. J'ai écrit, c'est le 2e roman de ce mois-ci qui parle de trucs fantastiques dans le futur. C'est-à-dire que ça se passe après notre époque, et il y a de la magie, il y a des elfes, il y a des dragons. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Parce que rien ne justifie que l'avenir se passe
comme l'imaginent les auteurs d'aujourd'hui. Pour moi, il y a un espèce de contresens fondamental là, c'est-à-dire que si tu veux faire un monde fantastique, c'est un monde fantastique, dis pas que c'est... là, dans celui-là, c'est, l'électricité qui servait à éclairer les maisons de jadis, ou la génétique, une science qui existait à l'époque voilà. Pour moi, c'est une très mauvaise idée de faire ça, et je ne vois pas comment ça peut fonctionner. À moins qu'il y ait des espèces de fous furieux qui aient voulu créer un avenir ressemblant à la fantaisie d'aujourd'hui. Des gens très puissants et très égoïstes qui auraient voulu créer des dragons parce qu'ils peuvent. Voilà, sans ça, je vois pas comment c'est possible. J'ai écrit, je le note pour la forme, mais là encore, on a ce fameux défaut de roman de jeune auteur. Tous les personnages s'expriment comme des adolescents qui essaient de parler comme des adultes, et j'ai noté un exemple. Je crois que c'est le décret du roi, et ça fait pas du tout décret du roi. Citoyens du royaume d'Ergon, cet appel au secours vous est destiné. Dépêche du roi au peuple. Notre bienveillante et adorée reine Aubrey Orphelia Cara, deuxième du nom, bienfaitrice et sauveuse de tout peuple, est gravement souffrante. Malgré les efforts acharnés de nos prestigieuses équipes de recherche, nous ne sommes pas parvenus à trouver un antidote. C'est pas nous, c'est eux qui sont pas parvenus à trouver un antidote. C'est en vous, peuple, que je place mes derniers espoirs. J'annonce que tout individu possédant des dons de guérison doit immédiatement se présenter au palais royal muni d'une préparation capable de sauver ma bien-aimée. Ma bien-aimée, il s'implique trop, tu vois, pour un communiqué officiel. Toute proposition d'élixir sera au préalable testée par nos goûteurs pour garantir la sécurité de la reine Aubrey. Pourquoi ils le précisent? Ils en ont rien à foutre de ça, le peuple. Sauvez votre reine et vous serez gracieusement récompensé avec plus d'argent que vous ne pourrez jamais en dépenser. C'est bizarre. Je m'engagerai personnellement à exaucer vos rêves les plus fous. Vos rêves les plus fous, signé votre roi. C'est pas un adulte qui a écrit ça, quoi. Et ça se sent que c'est pas un adulte qui a écrit ça. Et il y a les mêmes problèmes de dialogue. Maintenant, là où c'est un peu frustrant, c'est que ton imagination fonctionne très adéquatement. C'est-à-dire que l'univers que tu as créé, le monde que tu as créé, l'intrigue que tu as voulu tisser, elle est bien. Elle est assez engageante. En lisant le roman, je me suis dit, essaye d'oublier les mots et essaye de te connecter à l'idée. Tu peux pas oublier les mots, c'est que des mots. Mais essaye d'oublier, voilà, essaye de te connecter à l'idée du monde de cette autrice-là. Et quand je faisais ça, je voyais un potentiel. Pour moi, ce livre-là est très encourageant, dans le sens où il est pas... moi, je le trouve pas terrible. Je mets un petit bémol là, en rajoutant moi, parce que, pareil, les critiques sur Babelio sont excellentes. Donc, qu'est-ce que j'ouvre ma gueule, quoi, finalement. Mais vous me donnez votre roman, c'est aussi pour que je vous donne mon opinion. Donc, je me permets de donner mon opinion sans phare. Il y a autre chose que tu fais à plusieurs reprises et qui, moi, c'est un truc que... Je pèse mes mots, mais je déteste dans les romans et dans les fictions en général, c'est les raccourcis qui arrangent l'auteur ou l'autrice. En l'occurrence, la princesse fugue de son château. Elle est déguisée en servante, je crois. Elle se retrouve dans la rue, elle est toute souillée, elle est toute souillon, elle est dégueulasse. Et il y a cet autre personnage, donc Eden, sa famille s'est faite tuer par le roi, enfin à cause du roi, sur les ordres du roi. Et elle s'est promis de se venger du roi en tuant sa famille à lui. Donc en tuant la reine et sa fille. Donc la princesse. Là, tu te dis, c'est pas cohérent, mais la colère, c'est pas cohérent. Donc, pas de problème. Eden tombe sur la princesse. Bon, elle réagit pas, tu te dis, c'est normal, elle s'attend pas à tomber sur la princesse, et puis elle sait pas à quoi ressemble la princesse, donc jusqu'à là, c'est normal. Ensuite, Whisper, la princesse, se présente en disant, je m'appelle Whisper, elle change son nom de famille, mais elle garde le prénom, c'est justifié par, oui, ce prénom est devenu à la mode, parce que la princesse s'appelle comme ça. Bref, elle se présente sous son vrai prénom. Elle dit « J'étais au palais, je me suis échappée parce que mon père voulait me marier à un gars que j'avais pas envie d'épouser. Voilà. » Là, tu te dis déjà, Eden, bon, je veux bien comprendre qu'elle s'attend pas à tomber sur la reine en haillons, la princesse en haillons dans la rue. Mais déjà, à sa place, je commencerai à faire quelques petites associations d'idées. Et plus tard dans le roman, le roi donc se rend compte que sa fille a fugué, et met des annonces partout avec une image de la princesse. Et Eden ne fait toujours pas le lien. Et là, je me dis, ça, là, il y a un raccourci. Là, l'autrice nous prend pour des cons. Elle peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle ne fasse aucun rapprochement comme ça. Et il y a un autre moment où tu fais ça. Eden veut se venger du roi en tuant sa femme et la princesse, en tuant la reine et la princesse. Et quand Whisper apprend que c'est le projet d'Eden, le premier truc qu'elle se dit, c'est... Je comprends, après tout, c'est de ma faute, je suis la fille du roi. Non. C'est... non, tu ne comprends pas, non, c'est pas de ta faute. Oui, tu es la fille du roi. Mais non, non, pas du tout. C'est absolument pas cohérent. Et là, c'est vraiment uniquement, ça arrange l'autrice, qu'elle se sente coupable. Pour rien. Il y a plusieurs autres petites maladresses. Ouais, j'ai écrit, et ça c'est dommage, parce que t'as un monde qui est pas intéressant, mais qui pourrait l'être, et ça c'est vraiment le pire.
J'ai écrit comment tu pètes un world building en 2 paragraphes. Ils arrivent à Flamencia, une ville merveilleuse, très jolie, avec plein d'inventeurs qui créent des trucs farfelus. Et tu commences à décrire ça comme ça, vraiment plein de couleurs, plein d'inventions, des marchands dans les rues qui essayent de vendre des machines un peu... qui font un peu steampunk, qui font un peu... Voilà, et du coup, dans ta tête, tu as cette ville-là, tu imagines cette ville-là. Moi, je me dis, bon, on a une ville qui a un peu de personnalité, chouette. Et ils rentrent dans une taverne, dans une auberge qui s'appelle l'Ours Farceur, avec des gens bourrés qui rient et qui parlent trop fort. Tu rentres dans un des clichés de fantasy les plus faciles et les plus usés à la corde, jusqu'à la corde. C'est dommage. T'as des idées, tu te... Regarde dans Les Enfants d'Aliel, que je vous conseille de lire. Les villes sont toutes cohérentes. Quand on est au Val d'Anson, tu sais qu'on est au Val d'Anson, il n'y a pas d'erreur possible. Quand on est à la ville d'Irica, j'ai oublié le nom de la ville d'Irica, mais qui se passe dans les montagnes, il n'y a aucune erreur possible non plus, parce que tout est gris, tout est triste, tout est... Il n'y a pas d'auberge là-bas. Il n'y a que des habitations, il y a peut-être un forgeron, parce qu'il travaille le charbon et tout. Mais la ville a une identité, toutes les villes ont une identité dans Les Enfants d'Aliel. Mais je dis Les Enfants d'Aliel parce que voilà, mais le Seigneur des Anneaux aussi... c'est vrai qu'il n'y a pas de taverne dans le Seigneur des Anneaux. Enfin si, il y a des tavernes, il y a une taverne dans la comté, quoi. Et j'ai la comté c'est toute une région, les villes sont différentes aussi au sein de la comté. Bref, donner de l'identité à vos villes, c'est comme donner de l'identité à vos personnages, c'est très important. Les personnages sont très bien caractérisés d'une façon générale dans l'Antidote Mortel. D'ailleurs, ouais, j'ai fini par écrire. Il est nettement mieux construit que les autres romans auxquels il me fait penser ce mois-ci. C'est quand même une qualité importante et c'est quand même important de le préciser parce que je suis très négatif, mais il est mieux que la plupart des autres romans. Il fait... j'allais dire, il fait moins amateur. Non, il fait autant amateur, mais il fait amateur qui a mieux construit son roman. Il y a beaucoup de défauts encore, c'est perfectible, mais il y a une bonne base. Et je vous dis, je pense que l'autrice a vraiment une imagination efficace. Elle peut créer un univers intéressant. Un autre truc, et je vais peut-être m'arrêter là, que tu fais et qui fonctionne pas, c'est révéler des liens familiaux avec des personnages qu'on connaît à peine. Genre... en fait, le roi de telle contrée dont on n'a jamais entendu parler, c'est son frère. Ah. Tu dis, bah, peut-être. Bref, je crois que j'ai passé vraiment beaucoup trop de temps sur ce roman. Il a beaucoup de bonnes critiques, donc je vous le conseille de toute façon. Je vous le conseille si la fantasy c'est votre truc, pareil. Si vous êtes un jeune adulte ou un adolescent surtout, parce que je pense que ce genre de défaut, on y est beaucoup moins sensible à cet âge-là. Moi, j'ai pas spécialement aimé, mais je suis curieux de voir comment l'autrice va évoluer. Voilà. Et ensuite, alors, l'échiquier divin, tome 1, le dragon blanc de Florine Paris. Alors, en voyant la couverture, le titre, la couverture, voilà, image libre de droit, le titre, l'échiquier divin, tome 1, le dragon blanc, je baille déjà. Ensuite, en lisant la 4e couverture, c'est parti. Askel est un monde de glace et de brume où l'hiver dure la moitié de l'année, ses habitants sont forts, endurants et volontaires. Fille de Jarl, la vie de Talid semblait toute tracée, un mariage avantageux et un clan prospère, bientôt sous son commandement, mais les dieux en ont décidé autrement, sous la forme glacée d'un dragon blanc, un fléau va s'abattre sur la jeune femme et son entourage, des cendres va naître l'une des plus grandes légendes des terres d'Askiel. Et dès la première phrase, j'ai écrit « J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, qu'un éditeur ne peut pas forcément reconnaître un bon roman à la première page, mais peut reconnaître un mauvais roman à la première page. Littéralement, la première phrase me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » C'est une de mes premières notes. Ma première note étant ça va être une sacrée brasse à contre-courant pour ce pauvre roman. J'ai eu tort. Thor de chez Thor, et ça rend humble parfois de se dire oh mais ça c'est bon, je l'ai déjà lu, c'est de la daube. Pas du tout. Briquette de jus de fruits sur vin, parce que ça a été très rafraîchissant, alors que je pensais que ça allait être trop sucré et du coup me donner soif, pour filer la métaphore. J'ai cru que ça allait être que ça allait être encore un truc qui allait pas me convenir et qui allait me donner envie de lire d'autres romans. Pas du tout. Très rafraîchissant. Je vais pas dire très bien parce que c'est exagéré, mais en fait, il est arrivé à un moment où, en fait, il est juste bien. En fait, il est efficace, il fonctionne. Les personnages sont établis de façon beaucoup plus minutieuse, de façon beaucoup plus posée, avec des qualités et des défauts, tous. C'est-à-dire que là, le Jarl qui veut marier son enfant, tu peux être en empathie avec lui. Dans l'Antidote Mortel, c'est un trou de balle fini. Même sa femme finit par dire non mais de toute façon c'est une merde, faut qu'on le tue. Alors que là, le Jarl, il a une philosophie de vie qui est juste différente. Et même la princesse est différente, parce que la princesse elle est vraiment en mode un mariage arrangé, c'est ma culture, je vais épouser mon prétendant.
et je vais apprendre à l'aimer parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je me dis, c'est tellement rafraîchissant qu'on ne raconte pas mariage arrangé, jamais on ne me poussera pas à épouser que je n'aurais pas décidé. Là, l'autrice joue le jeu. Et effectivement, donc un dragon se pointe à son mariage. Et là, c'est pas le véhicule qui se casse la gueule et tout le monde survit. Là, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que l'héroïne ne s'en sort pas indemne du tout. Son père ne s'en sort pas indemne du tout, son mari, enfin son prétendant ne s'en sort pas indemne, tout le monde morfle parce que l'autrice joue avec les cartes qu'elle s'est données. Elle joue le jeu. Ça fait un bien, mais ça fait un bien fou, quoi. J'en dis beaucoup trop de bien, mais c'est parce que après avoir lu plusieurs romans que j'ai vraiment pas aimé, tomber sur un roman qui juste fonctionne, tu te dis voilà! Là, c'est bien. Et j'étais emmerdé parce que je me disais, je voyais plus les similitudes que les différences avec les autres romans. Et en faisant mes stats sur le style, dont on parlera à la fin de cette vidéo, ça saute aux yeux. En fait, le style est nettement meilleur que ce dont il a l'air. C'est-à-dire que t'as l'impression que le style est plat quand tu le lis. Mais non, il est subtilement correct, j'ai envie de dire. Il est subtilement adéquat. Ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment très très bien. J'ai écrit, c'est marrant parce qu'on a encore une histoire de princesse qui veut fuir, mais elle ne voulait pas fuir sa vie de princesse à la base. Sa vie lui allait, mais elle a subi un truc terrible. Elle a subi un deuxième truc terrible, je veux pas vous spoiler, elle a subi un deuxième truc terrible, il y a un autre personnage qui vient lui proposer de l'aide, qui vient lui proposer de se barrer, disons, bon, ton mariage ça a foiré parce que A et parce que B, est-ce que ça te dit pas d'essayer autre chose? Parce que elle a fait preuve de courage dans cette adversité qu'elle a affrontée, pas juste parce que, il dit non, tu es la protagoniste, ça te dit de venir avec nous, non, elle a mérité que quelqu'un se penche sur elle pour l'aider, et ensuite, alors que elle a une bonne raison de se barrer, deux bonnes raisons de se barrer, qu'on lui donne une opportunité de se barrer, elle continue d'hésiter. Et là, tu te dis, voilà, là, je suis investi. Là, je me dis, non, vas-y, barre-toi, fuis, protagoniste, kiffe. Alors que si c'est vraiment juste, oh, je suis la princesse, mais je m'ennuie, non, je n'épouserai pas ce trou du cul, je veux partir. Barre-toi. Barre-toi. Voilà. J'ai écrit ce livre à une qualité que beaucoup de livres de jeunes auteurs n'ont pas. Il ne nous prend pas pour des cons à tout expliquer. J'ai noté ça, page 238. Allons-y. Un personnage arrive. Un personnage, un personnage de mentor, globalement. Qui tu es et d'où tu viens, je m'en balance. Je vais t'apprendre tout ce que je sais le plus rapidement possible et ensuite tu me foutras le camp. Il est hors de question que je te trimballe indéfiniment derrière moi comme Miltra le fait avec sa grande perche de disciple. À son âge, j'étais déjà sur un champ de bataille. Tiens, parlons-en. Et il n'y a pas de place pour les femmes lors des affrontements. Nos lois vous interdisent clairement de porter les armes et de vous vêtir comme les hommes. Et pourtant, pour je ne sais quelle raison, il t'a choisi, donc le dieu. Je n'irai pas contre la volonté de mon dieu. Mais si tu es incapable de suivre mon enseignement, je t'abandonnerai à ton sort sans le moindre remords. Est-ce clair? Et elle répond limpide. Elle trouvait qu'il exagérait. Franchement, ce n'était pas des façons de lui parler. Il n'y a pas besoin de nous dire ça. Il n'y a pas besoin de nous le dire. C'est évident. C'est évident qu'il est odieux avec elle et qu'elle encaisse. Vous êtes mon mentor, je vous respecte. Il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a la colère rentrée, il y a le respect, il y a l'indignation du lecteur aussi. Et t'avais pas besoin de le dire. Et c'est passé. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, ce livre-là, je vous le recommande et je vous le recommande chaudement. C'est-à-dire que c'est petit défaut, il conclut rien. Tu sens que c'est tome 1 parce que c'est le bouquin aurait fait de cette taille-là si elle l'avait pas divisé en 2 ou en 3. Conclut rien, c'est difficile. Elle trouve sa place à la fin, quand même. Mais il y a énormément de trucs qui sont laissés en suspens pour un tome 2 et je pense un tome 3. Donc peut-être qu'un tome 2, je ne vais pas lui mettre la pression non plus. Bref, grosse recommandation, et moi je sais que je suis très curieux de lire le tome 2. Ensuite, ah là 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 là. Bon, je vous préviens d'entrée de jeu, c'est le pire roman du mois en ce qui me concerne. Cosmo Vert, le soulèvement de l'ombre de Sébastien Denot et Julien Pachetta. Pile de livres sur 20, 4ème de couverture. Voie lactée 2208, une spectaculaire évasion a eu lieu sur la planète prison Orksana, répandant les pires criminels dans la galaxie. Le général Leo Hawkins, le meilleur enquêteur de la République Galactique Unifiée, et son équipe sont mis sur leurs traces, accompagnés par Taona, un puissant mystique de la fraternité stellaire. La partie commence animée par des tensions politiques interplanétaires, mais Léo sait qu'elle ne sera pas comme les autres, car des secrets du passé hantent les étoiles, et dans l'ombre, des ennemis connus et inconnus préparent leur soulèvement. Sébastien Denot est passionné d'histoire, de lecture, de cinéma, il a créé sa saga là. Julien Pachetta, il vit près de Toulouse, il est passionné par l'art, l'histoire, le cinéma et la lecture, et il travaille sur la science-fiction. Voilà. Donc voilà, pile de livres sur 20, ça a été... j'ai pas fini le livre. Donc si vous estimez que mon avis n'a aucune importance si je ne l'ai pas fini, sachez que je ne l'ai pas fini. Donc je me suis arrêté vers quelque part par là, je pense, ou quelque part par là, enfin voilà, je me suis arrêté aux 3/4, j'ai envie de dire à peu près. Ça va être très difficile de donner un avis
parce que le but n'est pas d'humilier qui que ce soit, le but n'est pas de se moquer de qui que ce soit. Pour le dire très clairement, il y a des moments j'avais vraiment l'impression de lire une caricature. C'est-à-dire de lire ce qu'il ne faut pas faire dans un roman, le roman. Genre, une des premières scènes, c'est dialogue sarcastique, mais vraiment tous les dialogues sont sarcastiques. Je vais pas écouter, je vais vous le lire. J'ai écrit dans mes notes, j'ai l'impression de lire une parodie. Dialogue sarcastique, ironisa, prénom bizarre, un nom d'espèce à la particularité physique, 6 alinéa B, venant de planète. Paragraphe suivant. Prénom bizarre avait rencontré Prénom bizarre lors de la bataille de bataille. Il avait fait preuve d'une certaine qualité, et il en ferait également preuve à nouveau lors du siège, de l'insurrection de planète et de la grande bouillabaisse. Mais vous allez voir, je parodie presque pas. Belle prise aujourd'hui, Léo, personnage principal. Fluria Salinster marchait aux côtés du général Leo Hawkins et regardait son patron avec ses intenses yeux vert émeraude. Âgé de 30 ans, Fluria était originaire de Flora Elf, planète républicaine située au dôme de Sagittaire A. Le dôme, alors ça, ils ont renommé les points cardinaux. D'après le système d'orientation galactique républicain, le Rod correspond au nord, le dôme au sud, le Sen à l'est et l'Assen à l'ouest. Alors, 1, si tu vas utiliser nord, sud, est, ouest, pourquoi tu les renommes? Et 2, au sud d'une étoile, ça veut rien dire. Une planète peut pas être au sud de quoi que ce soit. Parce qu'on détermine le nord, le sud, l'est et l'ouest par rapport au pôle magnétique. Donc, la Lune, genre, est pas au sud de la Terre, ça n'a aucun sens. Et la Terre n'est pas au sud de la Voie lactée, enfin, ça fonctionne pas comme ça. Planète républicaine située au dôme de Sagittaire A, à distance raisonnable du noyau galactique. Comme tous les humanoïdes natifs de cette planète, donc on parle de Fluria Salinster, hein, pour ceux qui ont oublié. Comme tous les humanoïdes natifs de cette planète, elle avait la peau verte et disposait de pouvoirs végétaux ainsi qu'un caractère très affirmé. C'est clair, cette capture restera dans les annales, affirma Oarus Et, un humanoïde à la peau orange et aux longues oreilles, originaire d'Erengia et âgé de 21 ans. Un patron! Peu, ça ne rentre même pas dans mon top 100, commenta Léo avec une légère moue de dépit. Urok, Fluria et moi, on a connu des trucs beaucoup plus palpitants. Effectivement, reconnut Fluria en repensant à quasiment toutes les enquêtes qu'ils avaient pu mener ensemble. Ouais, parle pour toi, Oarus, tu étais en train de dormir sagement dans ta cachette pendant qu'on travaillait, lança Noémie d'un air taquin à son coéquipier. Faux, rétorqua l'intéressé. Je l'ai surveillé moi aussi ces types, et de très près. Alors fais attention à ce que tu dis, parce que le coup de phaser, il va partir. Le coup de plaser, il va partir, répliqua-t-il avec un air faussement menaçant. Le plaser était l'arme de base des agents IGSD très perfectionnés, ils pouvaient lancer des rayons plasma ou paralysants, des grappins, des mini-explosifs et divers projectiles suivant les besoins. Vas-y, essaye, vraiment, j'insiste. Attention, Warus, tiens-toi prêt, je pense qu'elle va dégainer avant toi, l'avertit Urok d'un ton ironique. Le général Hawkins appréciait particulièrement ce genre de scène entre ses coéquipiers. Cela en disait long sur l'ambiance du groupe qui contrastait agréablement avec le professionnalisme dont chacun faisait preuve sur le terrain. C'était ce genre d'atmosphère qu'il aimait dans une équipe, tantôt sérieuse quand il le fallait, tantôt légère pour ne pas céder à la pression des affaires délicates qui lui arrivait de traiter avec ses collègues. De plus, il savait que les enquêtes et missions menées ensemble avaient permis... Je suis sauté ce paragraphe-là. Vous croyez que nos deux braqueurs vont accepter de coopérer? Demanda Rachel Sull, une jeune humanoïde aux cheveux châtains originaire de Relf et âgée de 21 ans. Ça vaudrait mieux pour eux, répondit le général. Oh, tu sauras les convaincre, assura Urok à l'attention d'Hawkins. Mais tu aurais peut-être besoin d'un coup de main, non? Non, ça ira, mais c'est gentil de te proposer, fit Hawkins en adressant un clin d'œil à son collègue. Urok sourit. Les deux s'étaient croisés pour la première fois en septembre 2207 au cours d'une mémorable mission commune. Urok le trouva très brillant, mais parfois bien cinglé, tandis que Léo trouva le géorien courageux mais râleur. Urok était alors le numéro 2 de l'équipe 1 d'Adama GC, mais en occupait la tête par intérim. Ça ne s'arrête jamais. C'est toujours comme ça. Un des deux auteurs m'a envoyé un mail pour me dire « Si l'univers te plaît, on a créé un wiki où tu peux en apprendre plus. » Je veux pas en apprendre plus, je veux en apprendre moins. Je veux qu'il y en ait moins dans ce roman-là. Je veux pouvoir m'intéresser à une histoire, à un Là, franchement, j'ai rien retenu de ce que je viens de vous dire. Un personnage à la peau verte et l'autre a une peau orange. Le personnage principal s'appelle Leo Hawkins, parce que ça quand même, le protagoniste c'est important. De quelle planète ils viennent, où est-ce qu'ils se sont rencontrés, pourquoi est-ce qu'ils se sont rencontrés. Ils ont tous le même... Eh dis donc, mais du coup vraiment, il n'y a rien qui se passe quoi. Et j'ai fini par écrire, en fait les auteurs se sont trompés de médias, ils auraient dû en faire un jeu vidéo ou un jeu de rôle. C'est-à-dire écrire des pavés énormes de description de lore. Tel personnage vivait sur telle planète, machin truc, voilà, du lore. Parce que le roman, ça ne se prête pas du tout à ça. Il y a un passage qui m'a fait me dire, en fait, ils ont brainstormé, ils ont une imagination débordante. Mais débordante, ça veut dire qu'il y en a trop, ça veut dire qu'il faut en enlever, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut canaliser cette imagination. J'en veux pour preuve, j'appelle à la barre, page 63. En tout cas, ces événements dépassent la République et ses habitants qui n'en peuvent plus, commenta l'Erengien en regardant l'écran holographique. D'autant plus qu'ils sont en train de gâcher la fête des cadeaux, s'emporta-t-il. Je me dis, fête des cadeaux? Pitié, dis-moi qui parle pas de Noël. De la version du futur de Noël.
Ces événements inquiétants contrastaient fortement avec la période de fête que vivait actuellement la RGU. En effet, le 11e et dernier mois de l'année dans la République, Kaab était traditionnellement consacrée à la fête des cadeaux. Coutume très populaire, instaurée longtemps avant la fondation de la RGU, cette fête était considérée comme sacrée par les citoyens républicains. Elle était tellement importante que les religieux de Sancti effectuaient même des messes et des bénédictions pour l'occasion. Chaque planète républicaine avait sa personne officielle qui distribuait les cadeaux le 25 Kaab de l'année, traditionnellement appelé le père cadeau ou la mère cadeau. J'ai rigolé en lisant ce passage-là. Pour cette période, les statistiques officielles faisaient état d'une forte chute du taux de la délinquance, déjà très faible en temps normal, et la justice avait tendance à être moins clémente pour les criminels qui empêchaient les citoyens de savourer cette fête. Je veux dire, il y a un moment donné dans le brainstorming, le père cadeau, il aurait dû jarter. Alors, vous auriez dû vous dire, non, là c'est un peu nul, là c'est un peu le père cadeau, quoi, le père cadeau. J'ai écrit à un moment donné, j'ai l'impression de lire des cours et qu'il y aura un contrôle à la fin du livre. Il y a un truc aussi qui me pose problème, c'est que il y a deux auteurs, et j'avais un peu peur que... Je me demandais comment est-ce qu'ils allaient réussir à mélanger leur style. Comment on allait ne pas discerner qui a écrit quoi. Tu pourrais pas les discerner plus. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est complètement en mode guerre galactique, piou piou, les Erangiens ont la peau violette et ils peuvent cracher du feu par le cul. Et à un moment donné, on parle de méditation indienne. Comme ça. Il y a un chapitre. Il existe 5 plans de développement de l'âme. Le premier plan vous permet de rentrer dans une conscience. Qu'est-ce que tu me fais, le livre? Et ça jure, quoi. Ça jure vraiment, les deux ambiances jurent vraiment. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'ai à dire globalement? Ah ouais, ouais. Allez, page 313. Donc page 313, on n'est plus au début, hein. On n'est plus dans une phase d'introduction de personnage. Et pourtant, Galek nous sera utile, approuva Floria, aucun doute là-dessus. Galek sûr était un corsaire très doué au service... Donc déjà, j'en ai plein le cul, qu'ils soient tous très doués, qu'ils soient tous le meilleur, qu'ils soient tous... Ce serait bien qu'il y ait des personnages qui aient un peu de défaut, de temps en temps. Chef d'un grand équipage, ce groupe en question représentait sur le plan administratif les pirates de la zone 3 opposés à ceux de la zone 5 qui tiraient profit de leurs trafics illégaux. Léo connaissait Galek depuis un moment déjà. Allez, le paragraphe où on apprend comment ils se sont rencontrés. Ils avaient vécu plusieurs aventures ensemble, s'entraidant mutuellement. Léo tua même en 2207 Daglius Stark, l'ancien chef des pirates de la zone 5 et ennemi juré de Galek. Ah bah si l'ennemi juré est mort dans une phrase qui sert juste à décrire le gars, aucun poids, rien. Le corsaire aida la RGU à quelques reprises, notamment lors des événements de la Semaine Noire. Les fameux événements de la Semaine Noire, vous vous demandez ce que c'est? Lisez le wiki. Fiable et efficace, Léo lui faisait entièrement confiance. Alors que il faut construire cette confiance, il faut qu'on vive cette confiance, il faut qu'on la découvre avec lui. On s'en bat les couilles qu'il les ait aidés pendant la Semaine Noire, on sait pas ce que c'est. Warren n'était pas surpris de nous savoir déjà là-bas, n'est-ce pas? Tu as tout compris. Maintenant, il faut que vous désamorciez le bouclier planétaire avant leur arrivée. Ça sera fait, assura Floria avant de raccrocher. Elle leur rapporta sa courte conversation avec Léo. Ok, je me charge du bouclier, décida Oarus, toujours installé devant l'écran sur lequel il était depuis leur arrivée. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? Demanda Noémie. Vous occupez de moi, par exemple, lança une voix glaciale et dédaigneuse derrière eux. Ah, New Challenger. Ils se retournèrent et virent un individu tapi dans l'ombre qui s'avançait vers eux lentement, un cliquetis métallique résonnant à chacun de ses pas. La silhouette apparut à la vue de tous. Taona et les agents IGSD virent qu'il s'agissait d'un cyborg. L'individu se nommait Azaril, et il avait rejoint les rangs de Cruz quelques années plus tôt. Des événements de sa vie l'avaient incité à faire ce choix, en particulier le tragique assassinat de l'amour de sa vie. On s'en bat les couilles! C'est un sous-boss totalement anecdotique. Aux 2/3 de ton bouquin nous donne pas une backstory sur lui, c'est un cyborg, il faut le péter. Voilà, point! C'est tout le temps ça. Physiquement, Azaril était grand et imposant, vêtu d'un vêtement noir. Bon, la description physique, c'est normal qu'il y ait une description physique, ça c'est pas gênant. Déjà, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on ait une backstory à chaque fois qu'un Et là, on a deux personnages introduits avec leur petite backstory à 2 pages d'affilée non, 2/3, mais non, on n'est pas aux 2/3, on est aux 3/4 du livre, là, facile. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Le bilan que j'ai envie de faire, et qui est quand même positif, c'est que ça fait des années que vous bossez là-dessus. Je sais, et ça se voit. Là, vous avez fait un bilan de brainstorming. Là, vous avez, j'espère, vous avez mis toutes vos idées dans le bouquin et dans le wiki. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup d'argile pour construire quelque chose. Mais c'est dur dit comme ça, mais le travail reste à faire. La construction, enlever les mauvaises idées, enlever ce qui ne compte pas, développer un peu les personnages, et développer pas dans le sens rajouter l'adresse où il a vécu quand il était jeune. Développer dans le sens comment je peux faire en sorte que le lecteur en ait quelque chose à foutre des personnages dont j'ai envie qu'il en ait quelque chose à foutre. Comment je peux créer ce lien avec le lecteur. Et comment est-ce qu'on peut vraiment mieux mélanger nos deux univers, SF et spiritualité. Il y a des idées, certaines idées sont bonnes, genre les plans, j'ai pas bien compris vraiment comment ça fonctionnait, mais il y a quelque chose à creuser de ce côté-là,
mais c'est à creuser, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est brut, et c'est vraiment, ça déborde, quoi. C'est-à-dire, le lecteur peut pas assimiler tout ça, c'est pas possible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder cette base, soit garder toutes les idées et essayer d'en faire un jeu de rôle. Je sais pas dans quelle mesure c'est facile, je sais pas dans quelle mesure c'est votre cam, je sais pas si c'est une bonne idée, ou essayer d'en faire un jeu vidéo, peut-être, je ne sais pas. Soit vous gardez tout et vous en faites autre chose, si vous en faites un roman, si vous en faites une saga, si vous en faites des trucs faut lire, c'est à repenser. Vous avez votre univers, il est incroyablement vaste, vous avez déjà de quoi écrire une encyclopédie sur votre univers, maintenant écrivez une histoire, mais vraiment écrivez une histoire, et racontez une histoire, pas rapporter une histoire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je suis désolé, hein, je suis pas très positif. Pour moi, il y a encore du chemin, dans le sens où le chemin que vous avez fait jusque-là, c'était pas... il a été long, et il a été fructueux, mais il n'a pas encore abouti. Il a abouti à un univers, ou à un embryon d'univers, qui va s'agir de faire vivre à travers des œuvres, et ces œuvres-là, maintenant il faut les penser. Maintenant, il faut construire un livre, ou autre chose. Voilà, ce que j'ai à en dire. Je me sens toujours très mal quand je fais ce genre de retour, parce que c'est pas agréable. C'est pour ça, la pile de livres, c'est que j'ai l'impression de lire une encyclopédie, c'est aussi simple que ça. C'est juste pas sympa, quoi, c'est juste pas sympa. Je suis honnête. Je m'efforce de blesser le moins possible en restant honnête. Et c'est pas évident. Philosophe Pikachu de Caroline Giraud. Qu'est-ce qui se passe? Doigt qui pointe vers la caméra sur 20. Quatrième de couverture. Jeux vidéo, manga, plus de 20 saisons d'animé. L'univers Pokémon est vaste, très vaste. Au-delà de l'aventure du héros, une mythologie, une société en crise, mafia, secte, esclavage. On s'éclate! Ce livre montre comment les grandes questions de la philosophie classique et de l'astrophysique contemporaine sont illustrées dans cet univers plus riche qu'on ne l'imagine. De la création du monde par Arceus au combat Pokémon mené par les humains, parcouru avec les philosophes, le monde des Pokémon qui est finalement bien proche d'une autre. L'histoire principale sera bien souvent cette quête du dresseur pour devenir comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre l'expression de Descartes, mais cette quête doit se faire sans tomber dans l'hubris, comme ce sera souvent le cas des personnages antagonistes. Pas à pas, nous allons analyser les grandes lignes de cet univers fabuleux en commençant par la mythologie propre au monde des Pokémon. Professeur de philosophie, Caroline Giraud écrit romans de nouvelles et essais philosophiques après 2 livres sur Death Note et Disney. Ce sont les fans de Pokémon qui ont le droit à leur cours particulier de philosophie. Très sympa. Très sympa, j'ai appris plein de choses, et on va directement passer à la conclusion. La raison pour laquelle c'est un doigt vers vous sur 20, c'est parce que, globalement, je retrouve beaucoup, sans l'humour, je retrouve beaucoup l'esprit du point culture dans ces... vous allez voir, je vais essayer de vous faire la voix du point culture. Je vais vous lire le début avec la voix du point culture. Est-ce que je vais réussir à faire la voix du point culture? Je suis en train de commencer à perdre ma voix là, avec... ça fait pratiquement 2 heures que je parle là. Si définir est le premier effort que doit fournir le philosophe, donner la définition d'un Pokémon ne va pas être simple. Ces petites créatures colorées ont de nombreuses formes, de nombreuses capacités, de nombreuses espèces. Parfois elles se distinguent au sein d'une même espèce en fonction de leur sexe, du jour ou de la nuit, de leur localisation, ville, campagne, montagne, ou régions du monde. Elles sont réparties en 18 types, qui déterminent leur résistance et leur faiblesse. Par exemple, un Pokémon de type feu craint l'eau. Un Pokémon de type eau craint l'électricité. Certains, quand ils atteignent un niveau suffisamment élevé, peuvent évoluer pour devenir plus puissants, et parfois changer de type. Pouvons-nous les comparer à des animaux? Non! Car comme chez Tiflor ou Rafflesia, il existe des Pokémon plantes. Sont-ils au moins des êtres vivants? Difficile également de les présenter ainsi, puisque certains Pokémon sont des objets, comme Monorpal, Click, Trousselin, voire les esprits des Pokémon ou humains morts. Tout à fait, Ectoplasma. Bon, à part qu'il n'y a pas de vanne, ça respire le... Je vais vous parler de quelque chose. Et ça mélange philosophie et Pokémon, donc si... il y a de très fortes chances que vous fassiez partie du public qui a à la fois kiffé les points culture sur Pokémon, notamment le 3e, et les points culture sur sur la philosophie. Bah go, hein. C'est aussi simple que ça, c'est complètement pour vous. Alors il n'y a pas de conclusion, c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'elle développe 1 point, 2 points, 3 points. Pas ciao, bonsoir, pas non. Après le 3e point, c'est la fin du livre. C'est intéressant. Le chapitre sur la religion m'a un peu... je me suis un peu dit, là ça me semble bancal. Mais le reste, ça soulève des questions qui sont pertinentes et qui sont intéressantes. Ça c'est en 1h30. Enfin moi j'ai mis 1h30 à le lire. Et c'est sympa si jamais vous avez envie de d'explorer certains concepts philosophiques et que vous connaissez un petit peu le monde de Pokémon, ça peut vous intéresser. Philosophe Pikachu de Caroline Giraud. Il reste 3 livres. Vive les vents d'hiver de Post-Up Mag, auquel j'ai mis la note de journal sur 20.
Ce 24 décembre 2050, l'humanité célèbre ensemble sa victoire contre le changement climatique. Après bien des efforts, le réchauffement a pu être contenu à 2 degrés seulement. Dans sa cellule de Champigny-sur-Oise, seul un homme ne participe pas à la fête, car il attend son jugement pour complicité de crime contre la nature. Sa condamnation semble sans appel, à moins que l'esprit de Noël ne se joigne à la réconciliation générale et l'invite plutôt à participer à ce nouveau chapitre de l'histoire mondiale. Inspiré par le célèbre conte de Noël de Charles Dickens, la rédaction de Post-Up Mag, un magazine en ligne d'art et de société, raconte dans ce court texte tout ce qui pourrait contribuer à rendre le monde meilleur et surtout durable. Découvrir une société radicalement différente de la nôtre, apaisée, libre et soutenable. Vive les vents d'hiver, laisse courir l'imagination le plus librement possible pour retrouver espoir en l'avenir, en l'époque et en notre espèce. Ça fonctionne pas très bien. Le vrai problème de ce livre, et qui est un vrai problème, c'est qu'il y a énormément de maladresse de style. Énormément. Et à ce stade du mois, j'en pouvais plus. Je pardonnais plus rien. C'était fini, quoi. J'ai réussi à la toute fin à me laisser porter par un espèce de portrait, de paysage de cette espèce de futur hypothétique. Il y a un aspect un peu poétique et un peu... il n'y a rien qui va, mais gardons espoir, donc à la fois pessimiste et optimiste. Mais le style handicapait vraiment beaucoup ça. Maintenant, l'impression quand même que je garde à la fin, c'est une impression quand même légèrement positive, dans le sens où t'as vraiment l'impression, c'est pour ça le journal, t'as vraiment l'impression de lire un journal qui te présente fait par fait, mais sans les connecter entre eux, des vignettes de cet avenir possible. Mais justement, c'est très déconnecté, et puis surtout le style, quoi. Je suis désolé, hein, mais le style est vraiment... je vais vous lire un peu le début, vous allez voir. Dans sa geôle de Champigny-sur-Oise, Jonathan attendait la mort. Depuis des mois, son existence ne connaissait plus ni joie, ni amour, ni amis. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à mettre fin à ses jours, à mettre fin au jour lui-même, à entrer en pleine conscience dans la nuit la plus solitaire et la plus infinie de toutes les nuits. Il ne croyait pas en Dieu, ne redoutait ni l'enfer, ni ses tortures. Il ne craignait d'autres peines que celles qui, ici-bas, devaient durer encore et encore et encore, des années probablement, des décennies même. Il esquissa un vague et amer sourire en songeant que, si seulement il avait vécu moins sainement... Arrête de te couper au milieu des phrases. Peut-être aurait-il déjà succombé. Peut-être serait-il absent, effacé, loin, enfin, du tribunal. On appelait ainsi seulement le tribunal, en étant prié de ne pas oublier son T majuscule, ou majuscule, avec un M majuscule. Il avait eu plus que son lot, estimait-il, d'audience. Ça handicape vraiment le plaisir de lecture. Pas suffisamment pour vraiment passer un mauvais moment de lecture, mais à ce stade du mois, j'en pouvais plus. Faites des phrases qui fassent plaisir à lire, s'il vous plaît. Et alors, Post-Up Mag, je me suis renseigné un peu sur ce qu'il faisait. C'est un magazine qui est sur Internet, je suis pas sûr qu'il ait une version physique, qui a un peu cette philosophie-là, c'est-à-dire pessimiste et optimiste à la fois. C'est-à-dire, il nous parle de notre société, à la fois en termes de culture, mais aussi d'environnement, de climat, de nourriture, de philosophie, voilà. Il nous apprend des choses sur l'actualité, sur où va le monde, et tu sens qu'ils essayent de nous éveiller, quoi, de nous apprendre des trucs, de nous initier à des trucs qui sont pas forcément relayés par les médias traditionnels. Les médias traditionnels, putain... Mais j'ai voulu dire les grands médias nationaux, et c'est pour ça les médias traditionnels. Mais c'est déprimant. J'ai lu 3 articles, et à la fin des 3 articles, j'étais en mode... Il y avait l'article sur les panneaux solaires qui explique que ça consomme énormément d'eau et que du coup c'est pas bon les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est quand même une force du bien, les panneaux solaires, non? C'est de la merde aussi, bon d'accord. La viande élevée en laboratoire qui est déjà flippante, quoi. Tu sais, tu te dis, ça fait pas souffrir d'animaux, mais t'as cette espèce d'instinct, d'instinct à l'échelle de l'espèce, qui te fait dire, ça sent la connerie, tu sens que t'es en train de faire un truc que tu devrais pas faire. C'est peut-être des siècles de culture chrétienne à te dire, faut pas te prendre pour Dieu, mais c'est peut-être juste aussi un truc encore plus ancré que ça, qui te dit en tant qu'espèce, là tu fais de la merde, là tu vas un peu loin là. Et en plus, ça rejette du CO2. Et tu te dis, c'est pas possible que toutes les solutions soient pires que le problème. Mais à un moment donné... Laissez-nous croire en quelque chose. Bref, voilà, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant, mais c'est déprimant, quoi, comme beaucoup de choses intéressantes. Vive les vents d'hiver, un tout petit, voilà, ça se lit en une demi-heure. Si jamais vous avez la moindre curiosité, foncez, ça suscite des images. Voilà. Ça suscite des images, et moi, c'est ce que j'en retiens.
Ensuite, avant-dernier livre, L'homme est un animal malade de Clément Beaumont, cœur anatomique sur 20. Assassiner un être humain sera ma résurrection. Ouais! Il mourra pour que je puisse renaître. Le monde qui m'entoure ne me stimule plus. Ma vie est monotone, sans envie. Je suis vide de sentiments. Peut-être que j'ai pas la bonne intonation. Je n'arrive plus à ressentir... J'en peux plus. Je n'arrive plus à ressentir le moindre plaisir, pas même les pulsions les plus charnelles. Le sexe, finalement. Je suis en quête de ce qui pourrait me redonner le contrôle de mon corps, de mon esprit. Après toutes mes vaines tentatives, il en resterait bien une que je n'ai pas encore essayée, la plus immorale, la plus interdite. Le meurtre. Posséder l'essence d'un être humain, lui enlever son âme, avoir entre mes mains le pouvoir de vie et de mort, serais-je stimulé par mon acte d'homicide? La suite, au prochain numéro. Mais comment s'y prendre pour assassiner quelqu'un? Comment cacher le cadavre? Comment ne pas se faire attraper? C'est une recherche de la jouissance à travers le morbide. Je suis un ancien étudiant en criminologie qui a tout abandonné. Pas à pas, je décompose mon entreprise, mon dessin, je vous emmène dans mon voyage vers la mort. Clément Beaumont est un étudiant diplômé d'un master de droit privé et sciences criminelles se destinant à la profession d'avocat. Attiré par la question de l'être humain qui bascule dans l'ombre, il décide de l'illustrer dans un roman très attaché à sa région natale, la Provence. Elle sert de décor à son histoire. Faux, tu mens! La Provence sert à rien dans ce roman. Bon, alors Clément Beaumont qui a la stratégie de communication la plus originale que j'ai rencontrée, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé que le prochain coin lecture, donc qui serait dans le prochain coin lecture, sa réaction ça a été je vais tellement me faire défoncer, mon livre c'est tellement de la merde. Alors mauvaise idée, quelle que soit ton ambition, mauvaise idée. Tu vas convaincre personne par un manque de confiance en toi, d'emblée. Même si c'est fin, même si c'est de la pêche au compliment, c'est une mauvaise idée. D'autant que ton roman est pas mauvais, il est juste pas mauvais. Le truc c'est que ça ne parle que... Alors, le narrateur et protagoniste est insupportable. Il est toujours dans le jugement. J'ai écrit à un moment, on dirait moi à 20 ans. De toute façon, le monde c'est de la merde, de toute façon, la société, on vit... Il y a écrit littéralement, on vit dans une société où on vit dans un monde où les gens fonctionnent de telle ou telle façon. Tu dis... Mais sois pas con, grandis, bordel de merde. Et alors, mais ça parle de sexe tout le temps, dans les 40 premières pages. Donc dans les 40 premières pages, c'est... ça. Dans les 40 premières pages, on a la description par le détail de 2 rapports sexuels sans plaisir. Dans le détail, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de doigts dans le cul, on parle d'index dans l'anus. On est sur du cru. C'est pour ça d'ailleurs le cœur anatomique sur 20, c'est parce que pendant l'essentiel du roman, on est sur de la description très crue de choses glauques par un narrateur pire que désagréable. Vu qu'il ressent plus rien avec les meufs, il essaye avec un mec et ça se passe mal aussi, il se fait des grosses réflexions homophobes et en même temps tu te dis, le gars s'apprête à tuer, s'apprête à devenir un tueur et tu repenses à des gars comme John Wayne Gacy qui était pareil, qui était genre complètement homosexuel et complètement homophobe à la fois. C'est-à-dire qu'il avait des rapports avec des hommes et il disait non, je suis pas homosexuel, les homosexuels ils sont juste... c'est des gars qui sont attirés sentimentalement par les autres hommes, alors que les bi ne sont attirés... Je cite John Wayne Gacy, hein, qui est un tueur en série. Alors que les bisexuels, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est niquer avec tout le monde tout le temps. Moi, je suis hétérosexuel, voilà. Alors que le gars couche avec des jeunes garçons, enfin des jeunes hommes... Et ce rapport entre homosexualité et homophobie est quelque chose qui est pertinent dans le cadre de l'exploration de la psychologie d'un homme qui s'apprête à se tourner vers le meurtre. Pareil, il est sexiste, pareil, mais il est juste nul, il pue la merde ce personnage. Mais on n'est pas censé l'aimer. Et du coup, on a cette espèce d'équilibre très délicat et qui, pour moi, fonctionne pas super dans ce roman-là, entre... Je passe un mauvais moment, mais c'est bien, c'est normal, c'est ce que l'auteur veut, c'est pertinent. Et c'est un peu gâché, entre guillemets, par la fin, qui vire à la fois dans le fantastique, c'est-à-dire qu'il est hanté par ses victimes, et qui vire aussi dans la moralisation. C'est-à-dire qu'à la fin, il culpabilise. Et tu dis non, un mec comme ça ne culpabilise pas. Un mec comme ça qui est à la recherche de la jouissance, au point d'aller contre son orientation sexuelle, au point de commettre un meurtre, il va pas essayer un rapport homosexuel par curiosité, il va essayer un rapport homosexuel parce que merde, je veux jouir, je jouis plus, je veux jouir, il y a rien qui est plus important pour lui que ça. Et du coup, il va essayer autre chose. Et il essaye, et c'est catastrophique. C'est d'un déplaisant de lire un rapport homosexuel par un gars hétéro qui sait pas comment... qui veut juste jouir et qui sait plus comment jouir. C'est terrible. Surtout que le rapport c'est pas romantique, quoi, si vous voulez. L'autre gars est purement dans le chouette un jouet. Bref, du coup c'est très délicat, on marche sur une ligne très fine. Donc ouais, ce genre de gars-là ne culpabilise pas. Ce genre de gars qui ne cherche qu'une seule chose, c'est la jouissance, et qui trouve une façon de jouir, je pense pas qu'il y aura un frein moral qui fera qu'il se dira... Surtout que quand il tue quelqu'un, il se sent pas coupable sur le coup, ni après coup. Donc pour moi, la fin convient pas, pour moi.
Mais le reste, c'est très délicat. Et c'est pour ça que j'ai mis un cœur anatomique sur 20. C'est parce que c'est vraiment dégueulasse, mais c'est crédible. Ça fonctionne. Donc dans quelle mesure c'est bien? Et surtout, à qui je le conseille? Parce que moi, je suis à fond dans tout ce qui est tueur en série, dans ce qui est plongé dans cette espèce de dimension vraiment très sombre de l'âme humaine. Et là, j'ai l'impression que c'est pas qu'on va trop loin, c'est qu'on va... on y va peut-être trop franchement. Pour moi, il y avait quelque chose de trop... on était trop dans sa tête. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, ma lecture n'a pas été inintéressante, mais elle n'a pas été agréable non plus. Donc, est-ce que je le recommande? Oui, mais je sais pas à qui. Voilà, on va conclure là-dessus. À part la fin, que je trouve pas bonne, mais le reste, pour moi, il aurait dû se faire coffrer par les flics, quoi, quelque chose comme ça. Faire une erreur, essayer de remettre ça, et en essayant de remettre ça, il fait une erreur parce qu'il est trop pressé, et voilà, moi je serais parti là-dessus. Mais c'est ton livre, c'est ta fin, c'est toi qui vois. Pour moi, elle ne va pas. Et on a fait le tour. Et enfin, dernier roman de ce mois-ci, Carrousel Funeste, tome 1, la marque 10 en grains de Fenris. C'est parti. Vos héros ne sont pas morts, la bonne nouvelle. Ils poursuivent leur aventure en Agartha, un monde perdu entre rêve et imaginaire. Mais une terrible menace plane sur eux, un danger qui pourrait même affecter l'ordinaire. Donc l'ordinaire, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est ainsi que le commissaire Franco et l'inspecteur Marquez, mais aussi l'insouciant Samuel et la rebelle Esperanza se retrouvent emportés dans une enquête qui les dépasse. Une affaire dont seul le baron Lupin, seigneur de la cour des miracles, semble percevoir les désastreuses implications. Le carrousel funeste est en branle. Qui échappera à la terrible morsure de l'hiver? Passionné par les mondes de l'imaginaire, Fenris quitte sa Picardie natale pour s'installer à Paris et travailler dans l'audiovisuel. Inspiré par la capitale, il débute l'écriture de sa trilogie Carrousel Funeste. En parallèle, il co-scénarise le long métrage médiéval fantastique Les Seigneurs d'Outre-Monde, où il développe il a fait plein de choses. Trop ça outil sur là. Bon, j'ai pas été juste avec ce roman-là, parce que j'étais à la fin du mois, et j'en avais plein le cul de lire des trucs qui n'étaient pas maîtrisés. Et si je l'avais lu en début de mois, j'aurais été beaucoup plus patient. La deuxième page, c'est pas révélateur. Je vous explique juste pourquoi j'étais lassé, quoi. Deuxième page, un dialogue. Il est quelle heure maintenant? Je sais pas, il doit être... Faut que je le fasse avec l'accent. Je sais pas, il doit être dans les 2 heures. Super, donc il n'y a plus de métro en plus, on est juste niqué. Si on trouve pas, on est bon pour rentrer à Pince, génial. Mais t'es super chiant à te plaindre tout le temps, Richard, tu sais ça. Il est 2 heures, je gèle, tu me fais quitter une soirée chiante, peut-être, mais où j'avais un bon plan cul et tout ça pour que dalle. Alors je me trouve bien gentil. La grosse rousse à lunettes, c'était ça ton bon plan cul? Ouais, t'es pas grosse, pas trop. Oh puis merde, c'est toujours mieux que dalle. Mais pas que dalle, putain, c'est sûrement la teuf du siècle, alors arrête de saouler. Et qu'est-ce qui va la rendre si super, ta teuf, Sam? Il y aura le Père Noël en train de sucer Casimir, Chantal Goya à poil en d'huile de Nutella. Deuxième page. Et moi, j'étais... Non, non. Le reste du livre est mieux. L'univers est même franchement chouette. Il y a un monde parallèle à notre monde où certains personnages du folklore français vivent. Donc il y a Lupin, il y a Amélie Poulain, enfin il y a la dame Poulain qui règne sur Montmartre, etc. Et donc il y a ce fameux Isengrin, la marque d'Isengrin. Et je vais vous expliquer directement pourquoi la boîte à outils, c'est parce qu'il faut les outils pour comprendre ce roman, c'est-à-dire que il a le défaut de la plupart des fanfictions, il va pas te présenter les personnages dont il parle parce qu'il part du principe que tu les connais. Isengrin, je savais pas qui c'était, donc j'ai été me renseigner. Isengrin, pour ceux qui l'ignorent, c'est le loup dans le roman de Renard, donc le fameux roman du 12, non je crois que je dis à dire 12e, mais c'est peut-être avant ça, un roman français très 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 vieux, plus qu'un classique quoi, un pilier de la littérature française, du roman français. Et une fois que j'ai eu ce renseignement, je me suis dit, ah mais c'est pour ça les références au loup, les trucs, les machins, d'accord, c'est beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé, mais ça l'auteur va pas te le dire. Et il a un deuxième défaut qui handicape beaucoup le plaisir de lecture, c'est que les chapitres sont très décousus, c'est-à-dire que tu passes d'un personnage à un autre, et en plus de passer d'un personnage à un autre, tu passes d'un lieu ou d'un temps à un autre, qui n'est pas forcément en lien avec le temps où tu te trouvais avant avec le même personnage. C'est le bordel, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est vraiment le bordel. Ça handicape énormément le plaisir de découvrir cet univers, qui pourrait fonctionner par ailleurs, mais qui a le même problème que Seconde Humanité, il n'est pas suffisamment bien défini. C'est-à-dire que c'est pas comme Harry Potter ou Doctor Who, où il t'explique comment ça se fait que 2 univers cohabitent, mais que l'un est totalement inconscient de l'existence de l'autre. Dans Harry Potter, c'est expliqué par à la fois des tours de magie qui expliquent que... Je dis ça, mais Men in Black aussi, c'est un peu pareil. Dans Harry Potter, il y a de la magie, et il y a aussi le fait que les Moldus ne voient que ce qu'ils peuvent... Enfin, ne décident de voir que ce qu'ils peuvent comprendre.
s'ils voient quelque chose qui a aucun sens, ils vont se dire « j'ai probablement imaginé ça ». Dans Doctor Who, il y a des filtres de perception qui font que les gens voient autre chose que ce qui a vraiment lieu et qu'ils ont vraiment besoin de se concentrer à fond pour voir quelque chose qui est juste sous leur nez. Dans Men in Black, c'est légitimé par le fait qu'ils peuvent effacer ta mémoire. Donc tu sais pas qu'il y a des aliens parce que si tu l'as su, t'as oublié. Dans cet univers-là, je ne comprends pas le rapport entre les deux mondes. Genre le baron Lupin et il y a un autre baron qui s'appelle le Masque de Fer, qui s'appelle juste Masque de Fer, qui règne sur une partie de Paris et je ne comprends pas à quelle époque ça se passe. À un moment donné, il y a une carriole, il y a des gens qui se baignent dans des bassines, je me dis... Et puis il y a des barons, il y a question de royauté, il y a toute cette espèce de... Il y a Notre-Dame de Paris avec Quasimodo dedans. Donc moi je situe ça, ok, on est plus ou moins... C'est ancien, c'est ancien. Et à un moment donné, il parle d'euros. Il donne une somme en euros. Et tu dis, ça se passe après 2000, donc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et pour moi, c'est pas suffisamment bien construit, c'est pas suffisamment bien explicité, on n'a pas suffisamment de pistes, on n'est pas suffisamment accompagné dans la création, dans l'établissement de cet univers-là qui est le tien. Mais même défaut que pour les personnages, c'est-à-dire que tu ne prends pas la peine de nous présenter les personnages parce que tu pars du principe qu'on sait qui c'est. Tu te les es appropriés, ce sont des personnages qu'on ne connaît pas, il faut que tu nous les présentes. Toujours présenter les personnages, leur faire vivre quelque chose qui fait que on sait quel est leur tempérament, on sait ce qu'ils sont. Tu as un défaut, mais un défaut qui est courant dans les romans de jeunes auteurs, et qu'on retrouve par exemple chez Le Testament de Telmara. Tu répètes souvent la même chose, tu alourdis tes phrases. L'exemple que j'ai pris, page 245, j'ai écrit des exemples comme ça, il y en a des dizaines, mais je vous donne celui-là. La porte s'entrouvrit un peu, mais pas complètement. Tu viens de dire 3 fois la même chose. La porte s'entrouvrit un peu, mais pas complètement. Soit la porte s'entrouvrit, soit la porte s'ouvrit un peu, soit la porte ne s'ouvrit pas complètement. En l'occurrence, le meilleur choix, c'est la porte s'entrouvrit. Et comme le personnage s'en rend compte, le meilleur choix aurait été la porte était entrouverte. Beaucoup plus simple, t'as établi ce que tu voulais. Ces problèmes de style-là, c'est très régulier et ça fatigue le lecteur. Donc faut éviter ça. Je crois que j'ai noté un autre exemple. Voilà, autre exemple, page 261, donc littéralement 16 pages plus tard. Devant lui, une pancarte affichée dans un français plus qu'approximatif, pas travail pour manger, merci, avec des fautes à pas, à manger et à merci. T'as pas besoin de dire que le français est plus qu'approximatif, on le voit. Si tu vas nous le citer, dis pas dans un français plus qu'approximatif, ça sert à rien. Ah, j'hésitais à le dire, mais oui, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là qu'il y a une référence à Brice Hortefeux. Dans un roman d'urban fantasy. Ça parle du racisme dans la police. Et il y a un flic qui dit ouais, ce personnage-là, haut gradé, il avait tendance à être plus dur envers les Auvergnats, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit, oh putain, j'avais complètement oublié cette histoire avec Brice Hortefeux, là, qui a dit... quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qui a des problèmes et qui s'étaient défendus en disant « Non, mais en ce moment, on parlait des Auvergnats à ce moment-là. » D'accord, ouais, d'accord. Je m'attendais pas à trouver cette référence dans un roman d'urban fantasy en 2022. C'est vrai que c'était pas dans mon bingo de l'année. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi la boîte à outils. Je vous le recommande quand même, ne serait-ce que pour l'univers. Moi, je vais pas lire les suites, franchement, je suis pas intéressé. Mais l'univers est très intéressant. L'idée est très intéressante. Et c'est dommage, je trouve que t'es pas réussi à m'inviter là-dedans, parce que je pense que t'as une bonne idée, et je recommande quand même sa lecture aux gens. Avant de vous recommander les livres dans mon ordre de recommandation, 2 fois recommandation, tant pis, je vais vous parler des fameuses stats que j'ai prises. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu voir si je pouvais essayer d'évaluer à peu près objectivement, c'est aberrant hein, dit comme ça, mais la qualité du style des différents livres. Alors évidemment, c'est pas quelque chose, je sais que c'est pas possible, mais c'est exactement comme quand on me demande c'est quoi ton quelque chose préféré, je vais répondre je range pas les choses que j'aime dans un ordre de préférence, c'est pas possible. Et en fait, la raison pour laquelle on pose ce genre de questions, c'est quelqu'un sur le dernier live Lego qui a dit ça très bien, qui me demandait quel est ton dinosaure préféré, et je lui dis j'ai pas de dinosaure préféré, je vais pas ranger les dinosaures dans mon ordre de préférence, et qui a réagi en me disant non mais tu vois ce que je veux dire, un dinosaure que t'aimes bien quoi. Je me suis dit c'est ça en fait, c'est juste un prétexte à la discussion, c'est pas vraiment c'est quoi ton préféré. Donc évaluer objectivement la qualité du style, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Mais je me suis quand même prêté à l'exercice. En fait, j'ai juste appliqué simplement les conseils que j'ai lus de part et d'autre d'internet. D'une part, éviter les verbes faibles. Donc j'ai compté dans les 1000 premiers mots de chacun de ces livres le nombre de verbes faibles utilisés. Être, avoir, faire, dire, pouvoir, je me suis arrêté à ces 5-là. Le nombre total des adverbes, le nombre des adverbes en ment, les adverbes en MENT, les phrases qui évoquent l'utilisation d'un des 5 sens, parce que ça c'est hyper important d'ancrer ton roman dans une réalité que le lecteur peut, dont le lecteur peut s'imprégner,
et le nombre de mots dans chaque phrase. Parce que des phrases trop courtes vont hacher ton style et des phrases trop longues vont fatiguer le lecteur. Et il y a une bonne longueur de phrase qui existe. C'est 15 mots. Les phrases de 15 mots, elles sont relativement courtes, mais elles donnent suffisamment. Et le lecteur n'est pas perdu. Donc c'est pas bravo, t'as fait plein de phrases à 15 mots, t'as 15 points pour Gryffondor. Mais non, parce qu'il faut pas non plus que tes phrases fassent toute la même longueur, sinon le lecteur s'emmerde. Et je me disais donc du coup, en rangeant ces livres-là avec une note un peu pétée du cul, avec ce barème-là, est-ce qu'on arrive à quelque chose? Bah plus ou moins. Plus ou moins, c'est-à-dire que si on regarde Succube, c'est un de ceux qui utilise le moins... Non, pardon, c'est celui qui utilise le moins de verbes faibles dans les 1000 premiers mots, sans compter les dialogues. Parce que les dialogues, c'est pas étudié. Si les dialogues sonnent comme de la narration, il y a un problème. Quand je dis pas de verbes faibles, pas d'adverbes, enfin pas d'adverbes, si évidemment des adverbes, mais pas d'adverbement autant que possible, des sens et des phrases de 15 mots, ça ne concerne pas les dialogues. Parce que les dialogues ne sont pas pensés pour la narration, évidemment. Le moins de verbes faibles, donc 19 verbes faibles. En termes d'adverbes, c'est globalement dans la moyenne, avec 42 adverbes et 4 adverbements. 4 sur 1000 mots. C'est amplement suffisant. 21 évocations d'essence. On vit l'histoire avec le protagoniste. Alors évidemment, Philosophe Pikachu, ça compte pas parce que c'est pas une fiction. Et la longueur des phrases, tu vois qu'elle pique vers... ce tableau est disponible dans la description de la vidéo, si jamais vous avez envie de suivre le tableau pendant que je vous en parle, c'est possible. Vous voyez que ça pique sur les phrases moyennes et ensuite ça descend. On a une espèce de semi-courbe de Gauss qui pique sur moyenne. Et ça c'est bien, ça c'est normal. Mais essayons de prendre un exemple plus... Vive les vents d'hiver, je l'ai un peu chargé en termes de... Vive les vents d'hiver et L'ancien intégré à l'étranger. C'est les deux livres que j'ai le plus chargé en termes de style. Qu'est-ce qu'on remarque? Vive les vents d'hiver, en termes d'adverbes, c'est pas compliqué, il y en a partout. C'est le festival des adverbes. Depuis des mois, son existence ne connaissait plus ni joie, ni amour, ni amis. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à mettre fin à ses jours, à mettre fin au jour lui-même, à entrer en pleine conscience dans la nuit la plus solitaire et la plus infinie de toutes les nuits. Il ne croyait pas en Dieu, ne redoutait ni enfer... Bon, quand c'était ne, ni, je comptais ça comme un, évidemment. Il ne craignait d'autres peines que celles qui, ici-bas, devaient durer encore et encore et encore, des années, probablement des décennies même. Mais là, c'est des adverbes, c'est pas des adverbements. Le pire, c'est les adverbements, et il y a un exemple encore plus extrême pour ça, on ira le chercher tout à l'heure. L'ancien intégré étranger, son gros problème, c'est la longueur des phrases. Norbert Onilla dit le Mbiaka, l'ancien, s'est réveillé de bonne heure ce matin. Tout va bien. Et d'ailleurs, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors j'ai pas fait exprès, pile 15. Ça aurait été entre 12 et 18 sur les bonne longueur. Il décide pourtant de traîner encore un peu au lit. Ça va. À travers la baie vitrée de sa chambre, il contemple sa piscine presque achevée. Il est impatient de s'y baigner, lui qui s'est empressé d'apprendre à nager dès son retour d'exil. Il repense à son interminable soirée d'hier. Après une bonne dose de whisky avalée au bureau, son périple l'avait conduit sur le plateau d'une émission télévisée politique où il avait joué son jeu, ce qu'il sait faire de mieux dans la vie, avant d'aller décompresser. Certes, il n'est pas avocat de formation, mais il est né pour toujours se trouver du côté de la partie défendresse des gens de bien, dit-il souvent à son assistance. Hier donc, ce débat politique a été très houle. L'autre invité, plus jeune et ne tenant pas en place, avait fini par le traiter de fumiste en pleine perdition comme la vieille classe politique pourrie et toujours aux affaires qu'il incarne valablement encore. Norbert avait gardé tout son flegme malgré ses virulentes attaques avant de répliquer sans appel qu'il réalisait toute l'étendue de l'immaturité politique de son adversaire et de lui proposer avec magnanimité de rejoindre son camp, celui des vainqueurs, pour apprendre de lui. Laisse-moi respirer de temps en temps, s'il te plaît. Voilà, les phrases sont trop longues et ça fatigue le lecteur. Y a pas... En fait, non, le style n'est pas quantifiable, évidemment il n'est pas quantifiable, et surtout, parfois je reproche à, genre, seconde humanité, en termes de style, si je me fie à mon barème qui se veut plus objectif, c'est le deuxième meilleur. Le Dragon Blanc est troisième, que j'ai vraiment beaucoup aimé, le Dragon Blanc est troisième, Coq au curry est quatrième. Mais alors Cosmo Vert, c'est très curieux parce qu'il y a pratiquement pas de verbe faible. Alors évidemment, je compte pas le verbe avoir quand c'est un participe passé, c'est-à-dire quand c'est un participe passé, c'est le verbe, genre il a mangé, c'est le verbe manger, c'est pas le verbe avoir et manger. Mais alors, dans les 1000 premiers mots de Cosmo Vert, il y a 18 adverbes en mon. Les potionnaires s'étaient violemment révoltés contre les surveillants et avaient créé un chaos général dans toute la prison. Violemment sert à rien. De nombreux incendies ravageaient les points vitaux du centre et les dégâts considérables transformaient progressivement le pénitencier en un véritable champ de ruines. Progressivement ne sert à rien. Mais vraiment, ne sert à rien, tu peux le virer.
Razenius se battait vaillamment contre 8 forçats, pas besoin de préciser vaillamment, il se bat contre 8 forçats, tu sais que c'est vaillant quoi. Mais ces derniers eurent rapidement raison de lui, pas besoin de préciser non plus que c'est rapidement, et le constituèrent prisonnier. Un grand silence s'abattit brusquement. Le passé simple sert à dire que c'est brusque, t'as pas besoin de le préciser. Fendant la foule de détenus qui s'écartaient respectueusement sur son passage, le chef des prisonniers s'avança vers le directeur captif. S'il s'écarte, on se... Non, même pas, parce que si tu vires respectueusement, tu peux te dire est-ce que c'est par crainte ou parce que c'est par respect. Le directeur reconnut instantanément l'adolescent, pareil, passé simple, c'est instantané. Le directeur reconnut instantanément l'adolescent et blêmit tellement le choc était rude. Je vous lis juste les phrases avec les adverbes, hein. Je saute beaucoup de phrases. Razen toussa fortement et reprit progressivement son souffle. Trop d'adverbes. Razen toussa et reprit son souffle. On a l'idée. Il sentait son cœur tambouriner férocement contre sa poitrine. Il s'agissait forcément d'une mascarade. Malheureusement, le directeur du centre devait admettre que la folie meurtrière pouvait frapper n'importe qui à tout âge, en tout lieu et à n'importe quelle époque. Là, ça passe. Tu vois? Je dis pas qu'il faut tous les virer, évidemment pas. Il faut savoir quand les utiliser. Et encore là, malheureusement, je suis même pas sûr qu'ils servent tant que ça. Les adverbes en ment, ça gâche un peu le rythme de lecture. Et alors, l'homme est un animal malade. C'est autre chose, lui. Il utilise 69 verbes faibles dans ses 1000 premiers mots. Alors vous allez me dire 69 sur 1000, c'est pas grand chose. À titre de comparaison, Cosmovert utilise 18 verbes faibles. Un autre exemple au hasard, l'antidote mortel, 32. Bref, 60... Mais en fait, 69, le deuxième plus élevé, c'est Traqueuse d'abandon avec 39. 69, t'as l'impression qu'il a fait exprès d'utiliser un maximum de verbes faibles. Tous les jours, le même bruit, les mêmes gestes. Ce bruit, c'est celui de la foule qui vient acheter sa dose quotidienne d'alcool pour tenir le choc. Je ne pensais pas être le seul à subir cette vie. En voyant les visages de tous ceux qui passaient à ma caisse, je me disais dire que la leur n'était pas meilleure, pourtant c'est celle qu'ils avaient choisie, tout comme j'avais choisi la mienne. À vrai dire, le dicton métro boulot dodo pouvoir, je vous fais juste le premier paragraphe, hein, pouvait remplacer notre devise nationale liberté, égalité, fraternité. C'est ce que je constatais tous les jours, alors ça devait être la réalité, mais c'était aussi ce que je faisais. Ce brouhaha incessant vous prend la tête et ne vous lâche plus jusqu'au soir, il se colle à vous comme un chewing-gum à votre chaussure. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'en défaire, il reviendra inlassablement, il faut s'y habituer. L'inverse d'un ni oui ni non, c'est genre utilise un maximum de verbes faibles. Et du coup, ouais, ça fait très pauvre, quoi. Ça fait un style très pauvre. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le tableau de ces stats dans la description de la vidéo. Moi, je pense que j'ai suffisamment parlé de tous ces livres. Merci à vous de me les avoir envoyés. Petit bilan rapide dans mon ordre de préférence, juste le temps que j'établisse mon ordre de préférence. C'est pas mon ordre de préférence, je dis mon ordre de préférence, c'est pas mon ordre de préférence, c'est l'ordre dans lequel je vous le recommande. C'est-à-dire que je peux avoir préféré un livre que je vais moins vous recommander. Mon ordre de préférence, si vous voulez le connaître, il y a un tableau dans la description où je range tous les livres qui ont été chroniqués dans le coin lecture, et il y a un onglet dans mon ordre de préférence. Voilà, si vous voulez mon ordre de préférence, c'est par là que ça se passe, mais là c'est par ordre de recommandation. Celui que je vous recommande le moins à celui que je vous recommande le plus. Cosmovert d'abord, de Sébastien Denot et Julien Pachetta. Bon, globalement, beaucoup d'idées, mais trop d'idées, et moi, à votre place, et là je m'adresse à mon public, j'attendrai qu'ils en fassent quelque chose de plus concentré, de mieux cadré, pour m'intéresser à cet univers. Maintenant, si ça vous intéresse, regardez le wiki, ils ont un wiki, je vous mettrai le lien dans la description. Regardez le wiki et voyez si l'ambiance vous parle. Ensuite, Traqueuse d'abandon de C.S. Angeline. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de place pour le lecteur dans ce roman-là, et c'est un peu dommage. Je dirais qu'il y a un imaginaire qui fonctionne pas mal, mais qui demande un peu plus de cadre, là encore, mais qui demande surtout qui demande à être un projet, quoi, finalement. Il y a une idée qui demande à maturer un peu, si j'ose dire. Ensuite, L'ancien intègre et l'étranger de Rice Nsinabo. Bon, moi je suis pas rentré dedans, mais si jamais vous avez envie de découvrir un exemple de roman qui vient d'une culture à laquelle on n'est pas habitué, à laquelle peut-être vous n'êtes pas habitué, voilà, je vous suggère, sinon celui-là en tout cas, de vous pencher sur les éditions Ex-Aequo, voilà, éditeur militant, c'est écrit dessus. Ensuite, nous avons Le Testament de Telmara de Marie-Laure Junier. Moi, c'est absolument pas mon truc, mais elle a beaucoup de retours positifs, donc je pense que ça peut être le truc de beaucoup d'entre vous, notamment les amateurs de fantasy, les gros amateurs de fantasy, c'est-à-dire que les gens qui, à partir du moment où c'est de la fantasy, ça va me plaire. Je pense que c'est totalement votre kiff. L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. L'intrigue est bien. Les personnages sont un peu clichés, enfin un peu clichés. Il y a des grosses ficelles, quoi. Il y a des grosses ficelles scénaristiques, et moi ça m'a vraiment posé problème à la lecture. Mais si jamais vous avez envie de découvrir une jeune auteure et l'encourager sur ce trajet-là et lui faire des retours plus positifs que le mien, parce qu'elle aussi a de très bons retours, je vous encourage à découvrir son œuvre. Vive les vents d'hiver, édité par Post Up Mag. Ça suscite des images d'un avenir possible.
Est-ce qu'on tire des enseignements? Je dirais pas ça, mais ça fait voyager, quoi. Ça fait voyager dans un futur possible. C'est pas ma contre-dystopie, on va dire ça comme ça, préférée. Ensuite, L'homme est un animal malade de Clément Beaumont. Je vais dire ce par quoi j'ai conclu ma critique, c'est-à-dire, j'aurais tendance à le recommander, mais je ne sais pas à qui. Si vous avez envie de plonger la tête de la première dans la fange de l'esprit d'un psychopathe, enfin d'un psychopathe, non, parce que c'est pas un psychopathe, dans la fange de l'esprit d'un tueur, ça peut, écoutez, ça peut être votre truc. Donnez-lui une chance. J'ai pas regretté ma lecture, moi. C'est juste, je sais pas, je peux pas dire que j'ai aimé. Coco Curie d'Alexis Hérault, Aventure et mésaventures d'un petit français de nerveux perdu en Inde. Ça a été, c'est dommage, quoi, c'est dommage. Il est passé à côté d'un truc, d'un récit tellement poignant. Si vous aimez les voyages, je vous le conseille. Et ouais, globalement, c'est pas désagréable à lire, du tout. C'est juste que ça manque de structure. Voilà. Et alors qu'il y avait une structure parfaite, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, nous avons Seconde Humanité de James Mangold. Moi, c'est pas... moi, je suis passé à côté. Moi, ça ne m'a pas plu, mais c'est purement une question d'affinité avec le style de l'auteur, et c'est vraiment juste ça, je pense. Donc, si vous aimez les dystopies, et si vous aimez l'ambiance un peu à la Le Dernier Homme de Margaret Atwood, ça peut vous plaire. Il est question d'inondation, il est question de pandémie, il est question de... Enfin, voilà. Si vous aimez les dystopies, si vous aimez les futurs catastrophiques, et si vous aimez aussi mêler ça à des contes, ça va être complètement votre truc. Ensuite, Carrousel funeste de Fenris. À part les problèmes de jonction et les problèmes de... Bah, c'est vraiment ça, à part les problèmes de désarticulation du roman, l'univers construit est franchement sympa. Veillez à connaître un peu les figures, les grandes figures du folklore français avant de plonger dedans, mais ça se laisse lire. Je suis vraiment désolé pour lui qu'il soit passé en fin de mois parce que j'avais plus aucune patience, alors que s'il était passé en début de mois, je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Sous les chaussettes sales de Laura Marchetti. Il est franchement bien, un peu dur, c'est dans un style très simple, donc ça se lit très facilement. Celui-là, je vous le recommande pour le coup assez chaudement. Ensuite, nous avons Philosophe Pikachu de Caroline Giraud. Je vous ai dit, ça pourrait pas s'adresser plus à vous. Donc, je dis ça, si vous m'avez découvert avec le coin lecture, c'est pas votre cas, mais pour ceux qui m'ont découvert avec le coin lecture, qui sont extrêmement peu nombreux, j'ai une autre chaîne sur laquelle je fais une émission qui s'appelle Le Point Culture, sur laquelle je développe des sujets de façon un peu didactique comme ça, mais de façon humoristique surtout, et on retrouve ce côté didactique dans ce roman-là, et c'est une série qui a beaucoup de succès, le Point Culture, donc je suis très fier de ça. On retrouve beaucoup cet esprit dans Philosophe Pikachu, je vous le conseille. L'échiquier divin, tome 1, Le Dragon Blanc de Florine Paris, un des romans qui me fait dire non, je n'aime pas la fantaisie, c'est pas vrai, la fantaisie ça peut me plaire si c'est bien raconté, et en l'occurrence je trouve que c'est bien raconté, j'ai vraiment envie de lire la suite, je vais me procurer la suite, donc voilà, je vous le conseille, je vous conseille juste chaudement, c'est de la fantaisie, j'allais dire simple, en fait c'est juste de la fantaisie bien écrite, bien racontée, quoi, qui met les bonnes pièces dans le bon ordre avec la bonne intensité, enfin voilà, pour moi c'est de la fantaisie qui fonctionne. Et enfin, Succube de Clara Lecor, qui est le roman que je vous recommande le plus ce mois-ci. Pareil, c'était de la fantaisie qui fonctionne, mais qui en plus a une bonne réflexion sur les dangers de la séduction et les dangers d'être aveuglé par son pouvoir de séduction. Je pense que c'est intéressant, et c'est un roman qui est bien écrit. Là aussi j'ai envie de lire les suites, et je vais lire les suites, et je pense qu'on j'en ai suffisamment dit. Le mois prochain, qu'est-ce qu'on va lire? On va commencer par Prisme de Noah Descharges, je sais pas à quoi Dunklet, je suis bête, sûrement ça, peut-être pas. Prisme, qui m'a été envoyé par Dunklet, je vais l'appeler Dunklet, moi je le connais sous le nom de Dunklet, donc voilà, qui m'a été envoyé donc par l'auteur, et je lui ai dit non mais toi tu vas pas dans les romans de viewer, j'ai envie de lire ton bouquin, donc tu vas juste sur ma pile à lire, et puis je lis quand j'ai envie de le lire, donc voilà, je vais le lire. Ensuite, Les Enfants d'Aliel, tome 4, le porteur d'espoir, qui a la communauté de Link the Sun dans les remerciements, dans un de mes remerciements préférés, une de mes dédicaces préférées. Bref, on va replonger en terre franche, j'ai hâte d'y être, et surtout je vois Sarah Schneider pour les Geek Furies, j'ai envie d'être à jour sur la saga, et j'ai envie de lire le tome 5, quand le tome 5 sortira plus tard cette année. Ensuite, on va lire Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et alors que tu t'en rends compte finalement, c'est là que tu te rends compte que ce titre est beaucoup trop long, de Raphaël Giordano. Ma chérie l'a lu, elle me conseille de le lire, je vais le lire. Voilà, c'est aussi simple que ça, je sais même pas de quoi ça parle, je le découvrirai quand je le lirai. On retourne avec Margaret Atwood, ça fait super longtemps Margaret Atwood, et on va conclure la trilogie Mad Adam, qui avait commencé avec Le Dernier Homme et qui avait continué avec Le Temps du Déluge. Voilà, on va replonger là-dedans et on va conclure la saga, j'ai hâte d'y être. Ensuite, le roman de
L'une, Ornella Salvador. Ça sonne féminin, Ornella. L'une d'entre vous, Laurence, dernières escales. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je l'ai tiré au sort pour ma lecture du mois de l'un d'entre vous ce mois-ci. Et donc, voilà. Ensuite, chaudement recommandé par toute la planète, semble-t-il, le meurtre de Roger Ackroyd, d'Agatha Christie. Vous me le vendez comme étant le meilleur Agatha Christie, si le meilleur Agatha Christie n'est pas Ils étaient 10. Donc, on va voir. On va voir, je vais les départager en ce qui me concerne, ma sensibilité personnelle. Ensuite, Insecte de Machine... Ou est-ce on ne sait pas, de Maxime Chatham, que je devais lire il y a quelques mois et que ça ne s'est pas fait parce que j'ai sauté quelques jours de lecture et du coup je n'avais plus le temps. Cette fois-ci, j'ai bien l'intention d'aller au bout, j'ai très hâte de découvrir ce roman. J'aime beaucoup l'ambiance de Maxime Chatham. Chaudement recommandé par Sarah Schneider, Révolution dans le monde hurlant de Julien Hirt. Julien Hirt. Je vais mettre 10 heures, littéralement, à le lire, celui-là, ce qui est un long temps de lecture pour moi. Parce qu'en plus, déjà, il est massif, ensuite, c'est écrit petit, et ensuite, c'est bien rempli. Donc, c'est un gros morceau. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce livre-là quand on en parlera le mois prochain. Et enfin, pour conclure le mois de mai, ça sera l'affaire Charles Dexter Ward de Howard Phillips Lovecraft. J'ai envie de redonner une chance à Lovecraft. J'ai envie de mettre du Lovecraft dans le flux de ce que je lis d'habitude plutôt que de m'assommer de Lovecraft. Et je pense que ça passera beaucoup mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre patience. J'ai essayé d'être concis. J'ai raté. Merci aux auteurs qui m'ont envoyé et aux autrices qui m'ont envoyé leur livre. Désolé pour ceux qui l'ont mal pris, désolé pour ceux pour qui la critique a été difficile. C'est avec toute la bienveillance du monde que je vous parle de vos romans. J'espère que vous comprenez ça et j'espère que vous comprenez que je ne souhaite que le meilleur pour vous à l'avenir. J'espère que vous continuerez d'écrire et j'espère que ça vous inspirera à soit être meilleur, soit à vous en battre les couilles de ce qu'on pense de vous. Écoutez, c'est deux leçons qu'on peut apprendre. Soit on s'en fout de ce qu'il pense de ce gros con sur sa chaîne YouTube à la merde, soit tout conseil est bon à prendre et je vais m'en servir pour grandir. Dans les deux cas, si vous sortez grandi d'une façon ou d'une autre de cette expérience déplaisante, on a gagné. Voilà. Merci encore une fois et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Mon cœur bat à 102 à l'heure, faut que je me calme. Salut.